Bonjour et soyez les bienvenus dans ce 37e épisode de Comics Outcast. Aujourd'hui, enregistré dans les locaux de l'école multimédia en public. Il y a beaucoup de monde. Alors juste, c'est pas du tout la 37e. 39 ? J'ai bégayé encore comme d'hab. On est ravis de vous retrouver grâce à votre Patreon qui a permis d'organiser ce week-end d'émissions spéciales. Merci, on vous mettra les informations sur le site et on vous en parlera un peu plus tard. Aujourd'hui, je suis accompagné par mes petits camarades comme d'habitude. On va commencer par le chroniqueur qui a le plus de points communs avec Clocker, car il a une lubie pour les personnages déséquilibrés chez DC Comics. C'est Zef. Bonsoir. Bonsoir Zef. Ouais. Sauf que c'est l'après-midi. Je suis touché. C'est un compliment pour moi, j'imagine. Je sais. Ne vous laissez pas séduire par sa douce et généreuse barbe, car dessous se cache un humour tranchant. C'est Adrien. Ah merde. Salut. Bonjour Adrien, comment ça va ? Ça va très bien. C'est l'artiste de nos illustrations tant apprécié et l'auteur de 106% de nos blagues d'intro, même s'il veut pas l'admettre. C'est Ben. Ben, roi du cassage de matériel, hein, voilà, comme on peut le voir. Il est incollable sur Koh-Lanta, mais ça risque pas de nous aider aujourd'hui. C'est Daniel. Bien le bonjour. En plus, il est en retard. Spoiler. Elle a une passion pour les livres, elle les fabrique, elle les répare et parfois, de temps en temps, elle les lit. C'est Lucille. Yeah. Et enfin, on a avec nous un invité exceptionnel. Il nous a coûté très cher grâce au Patreon. On a piqué dans la caisse. C'est le spécialiste de TF1, le seul et unique, c'est Gaylor. Bonsoir, bonjour. Donc si vous voulez le récupérer, il va falloir nous payer très très cher. Toujours heureux de vous retrouver, on a un programme sympathique pour vous aujourd'hui. On va vous parler des comics qu'on a choisis avec vous sur Twitter, qu'on a sélectionné, qu'on a réparti plus ou moins au hasard. Un Zef. Merci. On va parler d'amour en cette Saint-Valentin et on évoquera des adaptations de comics en jeux vidéo façon rétro gaming. Et en fin d'émission, c'est Ben qui nous proposera son quiz avec Zef. Tout le monde est prêt ? Oui. Ouais. Comics Outcast numéro 39. C'est parti. On va commencer avec les revues de cette émission. Donc, comme je disais, on a les semaines passées proposé aux auditeurs de nous proposer, encore une fois, des comics que nous avons tirés au sort et répartis parmi les chroniqueurs ici présents à part Zef. Je préfère insister là-dessus. Non, j'insiste dessus, j'ai choisi le mien. Parce que je suis un pervers. Ok, je l'expliquerai. On comprendra tout à le l'heure. rapport, mais du coup, on va commencer avec le premier, et je crois que c'est toi justement, Zef, qui Non, va c'est inaugurer. Gaylor, c'est marqué sur le conducteur. C'est marqué sur le conducteur. Mais on ne suit jamais le conducteur, donc... Oui, ça sert à rien. Gaylor, en effet, tu vas nous parler de Private Eye, désolé, qui nous était proposé par Lieutenant Gouldo. Sur Twitter. D'accord. On t'écoute. Bah écoute, moi déjà je suis très content de parler de ce comics, parce que c'est encore un très très bon comics que je vais chroniquer. C'est le dernier comics de Brian K. Vaughan, à savoir The Private Eye, qu'il dessine avec Marcos Martin. Alors c'est un comics un petit peu particulier parce que c'est une initiative qui est pas, comment dire, c'est un truc un petit peu nouveau dans le comics, à savoir que les deux artistes se sont réunis et ont décidé de donc faire leur comics, jusque-là rien d'anormal, mais ils n'avaient pas envie de passer par des éditeurs, ils n'avaient pas envie de passer par une tierce personne, on va dire, pour diffuser leurs comics. Ils ont créé carrément leur propre truc qui s'appelle Panel Syndicate. Et en fait, c'est une plateforme sur laquelle ils ont carrément publié leurs 10 chapitres, les 10 chapitres de The Bright Eye, et qu'ils ont publié en pay as you want, pay. Je sais Ouais, pas un peu comme les Humble Bundle, voilà. voilà, sans passer par Kickstarter non plus. Donc vraiment, s'adresser directement au lecteur et lui dire, bon, écoute, si t'as envie de dire un bon comics, voilà, en gros, tu te bases sur nos noms et tu mets ce que tu veux. Tu peux mettre $0. Et à toi de voir, quoi. Et du coup, l'argent récolté financera le chapitre suivant, etc., etc. Et donc ils ont tenu 10 chapitres. Enfin, à la base, c'était fait pour être une histoire en 10 chapitres. L'histoire, en fait, c'est ça prend place dans un monde qui comment dire, qui a subi un énorme crash au niveau. En fait, en gros, Internet is down. Ils ont plus de cloud, plus rien. Et en fait,
toutes les données étaient à la base transportées sur le cloud, et un jour le cloud a explosé, et du coup toutes les données, toutes les conversations très très bizarres, et surtout toutes les recherches un peu malsaines que peuvent faire les gens, la Joseph qui regarde très bizarrement le public, sont arrivées. En fait, en gros, voilà, plus personne n'a d'identité secrète. En fait, plus personne n'a de vie privée, et du coup, au contraire, tout le monde maintenant a une identité secrète, et tout le monde vit derrière un masque ou sous un pseudonyme pour, dans ce monde, dans cette espèce de futur un peu concept. Donc les masques, ça peut être des masques très très rudimentaires, comme par exemple le masque de Robin, par exemple. Alors je parle des masques, mais c'est très important. Ça peut être des têtes de tigre, des masques. Il y a beaucoup de masques SM aussi dans ce comics. Ça pourrait plaire à Zef aussi. Et c'est quoi cette réputation là? Je sais pas. Des tentacules multicolores, enfin voilà, des masques complètement fous, genre des gros coquillages à la place de la tête. Tout ça, en fait, c'est un espèce de futur, très triste. Enfin, c'est un futur où il y a plus d'internet, donc forcément, vous imaginez à quel point c'est horrible. Sauf que on est tous dans des espèces de tenues ultra bariolées. C'est un peu comme si c'était un monde de super-héros, sans qu'il y ait vraiment de super-héros. Tout le monde est déguisé. Enfin, c'est un peu un futur comme tu pourrais l'imaginer dans les années 50, quoi. Très coloré, très bariolé, avec que des personnages de sci-fi dans tous les sens. Et dans ce monde-là, tous les concepts sont un peu inversés. Par exemple, la presse fait aussi office de police. Les flics justement n'ont plus des guns normaux, ils ont des espèces de gros guns de paintball qui lâchent des grosses boules de peinture. Ces grosses boules de peinture te déforment le visage et te tuent. Enfin, c'est un truc très très bizarre. C'est complètement chelou. Et dans ce monde-là, un petit peu post-apo, mais sans le côté Mad Max très sombre, très dark, mais à la place un truc très coloré, on suit un mec qui s'appelle Patrick Himmelman, PI pour les intimes, qui est à la fois détective et à la fois paparazzi. Et en fait voilà, qui fait son rôle de paparazzi, donc triple jeu de mots. Ah bon? Patrick. Oui, c'est vrai, oui. Et il signe souvent ces mots avec le signe pi, donc voilà. 14. Exactement. Et du coup, pardon, excuse-moi. Vas-y, pose ta question, je t'en prie. Non, continue. Okay, je continue. OK. T'es sûr? OK. Et donc c'est un futur sans internet, mais du coup un futur hyper contrôlé, hyper surveillé par toute cette presse, police très bizarre qui contrôle tout. Et c'est un futur où les gens n'ont pas beaucoup de liberté. Et un monde dans lequel justement ce mec PI va essayer il part en fait à la base sur une mission complètement con où il doit photographier des personnes compromettantes et filer les photos à quelqu'un d'autre comme un détective privé lambda. Sauf qu'il se retrouve bien évidemment impliqué dans une histoire de meurtre, qui va devoir enquêter malgré lui il s'en fout un petit peu, puis ça prend des proportions assez folles. C'est franchement une très bonne histoire. Moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Brian K. Vaughan là-dessus. C'est très très concept. Ça m'a fait penser un petit peu on avait parlé de Why the Last Man. Ça me fait penser à un monde un peu post Why the Last Man, à savoir un monde où tout est à refaire. Sauf que là, on a affaire à des personnes qui savent exactement dans quel univers ils sont. C'est pas le mec qui est lâché au milieu d'un univers où il n'y a plus de mecs sur Terre. On découvre au fur et à mesure qu'il est dans la merde, mais là, voilà. Sauf que là, maintenant, toutes les personnes savent ce qu'elles font, et ça donne beaucoup de cohérence à cet univers parce que elles font beaucoup de références. Par exemple, il y a le grand-père du héros qui est pour moi le meilleur perso. Tu sens que c'était un mec qui il a connu Internet, et c'était le mec qui, quand il avait 10 ans, devait poster des selfies de lui sur Snapchat, sur Facebook, partout, tu vois. Et maintenant, il fait partie de ces vieux cons qui dit oui, mais moi, j'avais rien à cacher à l'époque. Moi, je suis partie d'une génération, on avait rien à prouver. Voilà, tout était là, tout était. Moi, je suis quelqu'un de vrai et tout. Et maintenant, on est dans un monde complètement à l'inverse où, c'est une très bonne. The Private Eye, c'est une très bonne, théorie de ce que pourrait être un monde où Internet part en sucette, quoi, où tout est dévoilé et où tout le monde est hyper contrôlé. Enfin, tout le monde est hyper contrôlé et tout le monde a a peur de se dévoiler en fait. Bon. Et j'ai beaucoup aimé ça. Voilà. Tu recommandes? Je recommande. J'ai un petit mot aussi pour Marcos Martin, qui est vraiment un excellent dessinateur. Et il avait déjà officié sur Amazing Spider-Man, sur Daredevil. Et je l'ai bien prononcé ou pas? Oui, ça va. Ouais, je suis entraîné à peu près très 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 longtemps. Et je sais pas si tu voulais ajouter un truc sur Marcos Martin. Moi, je le trouve vraiment très très bon. Je suis très très fan de ce mec. Il a dessiné les meilleurs Amazing Spider-Man de ces 10 dernières années. Complètement, ouais. Il est vraiment super. Alors du coup, ça se retrouve où sur leur plateforme, le site Panel Syndicate,
sur lequel vous pouvez tous trouver les 10 chapitres pour 0 balles si vous n'avez pas de race. Il est ressorti en omnibus genre à la fin de l'année. Et oui, c'est vrai ça. Et du coup, ça a rencontré un tel succès que finalement ils l'ont sorti en omnibus. Alors du coup, j'ai oublié d'en parler, mais c'est un comics qui est vraiment parfait pour lire sur iPad ou sur un écran d'ordinateur moderne en 16/9 parce que toutes les pages sont à l'horizontale et donc voilà. T'as vraiment été travaillé pour ce média quoi. Oui, complètement. Okay. Et c'est pas juste un comics un peu gimmick comme on peut le voir par exemple sur d'autres applis comme je sais pas par exemple l'espèce de case dynamique où tu passes d'une case à une autre ou les comics de Bendis qu'il avait fait sur Guardians of the Galaxy où t'avais juste la même image et tu faisais slide. En fait, c'est juste la bulle qui changeait. Enfin, pour moi, c'était un gros foutage de gueule. Là, c'est vraiment, tu sens qu'il s'amuse avec le format et qu'il propose des cases et des points de vue très très intéressants. D'accord. T'avais une question? Juste pour savoir, c'est ongoing ou c'est fini aujourd'hui les 10 chapitres? C'est fini, c'est 10 chapitres, c'est vrai. Okay. Et d'ailleurs, ils ont, excuse-moi, je te coupe. Ils sont lancés sur un nouveau projet, le même duo, et ils ont même proposé à un autre duo qui n'était pas du tout au fait du truc de lancer leurs comics via cette plateforme en fait. Pareil, collaborative. Tu mets ce que tu veux et tu as le chapitre dans le format que tu veux, PDF, CBS, CBR, presque. Ça peut être intéressant de revenir sur le panel Syndicate en général pour voir ce qu'ils produisent. Complètement, ouais. De façon gratuite. Voilà. À base gratuite et auquel on peut participer. Zef, tu vas garder la parole même si c'est pas toi qui parlais. Non. Et tu vas nous parler de Sunstone. Donc cette bande dessinée qui a été proposée par Adinairos, je suis désolé si j'ai écorché son nom, et Floppy Nours, ça c'est plus facile à dire. Et donc c'est un comics qui a été donné au hasard 100% volontairement à Zef. Peggy 18. Désolé. Non, c'est pas Peggy 18, je crois pas. C'est Public Averti. Juste, déjà, de savoir, donc les personnes ne sont pas là, je crois, sont pas dans le public. Est-ce que Floppy Nours, t'es là ou pas? Non, dommage. Non, ok, désolé. Tu nous écoutes sûrement. Qui dans le public connaît Sunstone? Ah, voilà. On a une personne qui a levé la main. Osé lever la main, c'est bien. Donc tu as déjà lu, j'imagine? D'accord. Il a un peu lu. Voilà, pervers. Non mais je comprends. Donc au niveau de l'auteur dessinateur, je vais redemander à Daniel de reprononcer le nom de l'auteur parce que j'ai du mal à c'est Stepan Sejic. Voilà, merci pour la prononciation. Donc il a bossé entre autres sur Witchblade et The Dark Knight, donc il n'est pas non plus à sa première chose. Merci Eric, tu vas kiffer. Donc il a bossé seul dessus, il est auteur et dessinateur. Sur le comics, il a été entre autres aidé par sa femme. Voilà, Eric apprend des choses. Fun fact pour le coup. C'est comme ça que ça se passe chez les hétéros. Hein. Même pas. Attends, non, c'est pas la meilleure page, donc, fun fact, je disais, en fait, le comics est sorti d'abord sur DeviantArt avant d'être. Comment tu sais? T'as testé? Donc voilà, il est sorti d'ailleurs sur DeviantArt avant d'être repris par Image et Topco, si j'ai pas de conneries. Au niveau de l'histoire, alors je suis allé voir sur Wikipédia quand même pour voir ce qu'ils en disaient. Ils parlent de érotique romantique comédie, ce qui est plutôt bien. Et non mais collez pas les pages par contre, déconnez pas. J'ai envie de le récupérer. Arrête, c'est une dame qui vient de le. Non mais ça va passer de main en main et je sais pas en vrai. Je vais choper des trucs. Bref, j'arrive à finir un truc. Donc je crois que c'est bien dit sur Wikipédia. Je trouve ça assez mignon. Moi, je dirais que c'est un comics romantique qui parle de BDSM et d'amour tout simplement. Voilà, BDSM, tout le monde sait ce que c'est dans le public ou pas? C'est des bandes dessinées. Voilà. Super magique. Super magique. Spider-Man. Les bandes dessinées en cuir. Donc c'est Bondage Domination et Sadomasochiste. On dirait moi. Ça te perturbe. Pour ceux qui savent. J'avais du mal avec ça. Pour revenir sur le sérieux du truc, en fait, donc c'est l'histoire de deux filles, Lisa et Alison, qui se rencontrent sur le net, sur un site spécial BDSM pour le coup, et qui décident de se voir en vrai pour faire des choses ensemble. Je vais pas détailler ce qu'elles font. Vous le verrez dans le comics. Elle s'attache. Ouais, mais en fait, tu le vois pas. En fait, tout est. Oui, en fait, pour arriver sur le truc, voilà, tout est érotique. C'est pas du tout sexuel, c'est plus sensuel pour le coup. Je trouve que ça colle très bien à la date d'aujourd'hui parce que c'est vraiment la naissance d'une histoire d'amour en tant que telle. Il y a tous les codes du BDSM pour ceux qui connaissent et j'ai pas envie de savoir qui, donc levez pas la main. Pour ceux qui connaissent, il y a vraiment. Ne regardez pas les gars. Les regards. Daniel.
Bref. Moi, j'ai été dans les locaux de King, je te rappelle. Ouais, j'attendais que tu le sortes en fait justement. Donc c'est au-delà du BDSM, c'est une véritable histoire d'amour entre les deux femmes qui apprennent à se connaître l'une l'autre, qui apprennent à connaître les codes du BDSM ensemble. Donc même si on est lecteur novice complètement dans le truc, on peut s'y attacher et connaître quelques petites sensations qu'on peut avoir. C'est le cas de le dire. Oui, merci. T'as vu? Excellent. Ouais. Connard. Donc voilà. Pour finir sur ça, c'est un comic qui est en 3 tomes aujourd'hui. Le dernier tome c'est ongoing, c'est pas encore fini. Si je dis pas de conneries, moi j'ai fini que le tome 1 pour l'instant. Je conseille aux personnes averties, évidemment, pour ceux qui veulent connaître ce genre de choses. Voilà. Non mais je crois que j'ai tout dit. Qui a envie de le lire maintenant dans le public? Dans le public, levez la main. Voilà, merci. Ah, il y a 4 personnes lèvent la main. Quand même. Mais non, mais c'est pas, visuellement, c'est pas dégueu. Le dessin est plutôt bien fait. En fait, on a profité pour faire passer la BD dans les rangs. Les costumes de BDSM sont vraiment très classe pour le coup, pour ceux qui très réaliste. Mais attendez, très irréaliste. Et proche de la réalité. Ah non? Non, t'as jamais vu comment ça se passe, hein, c'est beaucoup plus... Je me permets pas. Ça, c'est du super-héros bande de GSM, que je veux dire. C'est des costumes qui collent le corps, comme ça ne peut pas exister. Non. À d'autres. Arrête, c'est très classe, un comics. Donc voilà, pour ceux qui il tourne dans le public, là, il fait plaisir. Si tu me permets l'expression, c'est un très bon comics DeviantArt. C'est un mec qui a réuni ses meilleures illustrations et il en a fait une BD. Je sais pas si si je peux être insultant ou... Non, mais c'est pas très écrit, tu vois. Maintenant c'est pas haut niveau en termes d'écriture. Mais en même temps le porno n'est pas très écrit comme style, donc j'insiste, c'est pas du porno, on voit rien de porno. Non, mais le porno, l'érotisme, c'est comme le téléfilm M6, tu vois, il y a jamais une histoire très très bonne. On en parlera dans une autre émission. Non, jamais. Troisième revue. On va essayer de passer rapidement avec Adrien sur All Star Superman, qui en fait est un classique, on peut considérer comme tel, mais ça nous a été proposé par Samizo Kohei. Je prononce bien en japonais, je sais, j'ai fait 1 an et demi. Donc du coup, c'est pas vraiment une nouveauté comme ce qu'on a pu analyser jusque-là, mais c'était intéressant d'en parler une première fois. Alors Adrien, qu'est-ce que tu en... T'es sûr que j'en ai jamais parlé, moi? Non, t'en as jamais parlé. En fait, c'est assez rigolo parce que du coup, c'est un peu un running gag Comics Outcast où depuis le début, on dit faudrait quand même faire All Star Superman, et puis il y avait une grosse pression sur Ben qui avait tous les comics. J'ai prêté mes All Star Superman à Ben il y a 4 ans. J'ai déménagé. Oui, voilà, bien sûr. Et donc c'est dans ces cartons tout ça. Il s'avère que ça tombe sur moi, donc c'est assez marrant. Donc All Star Superman, un comics qui a 10 ans. Enfin, ça a commencé en 2005 et ça a fini en 2008, de Grant Morrison et de Frank Quitely. Qu'on connaît respectivement pour Animal Man, Final Crisis, Transmetropolitan, choses comme ça. Des trucs vite fait, quoi. Trucs pas dégueux. Donc en fait, la particularité de All Star chez DC, c'est de permettre à des auteurs de donner leur point de vue sur un personnage sans forcément suivre la continuité, respecter la continuité en cours. Donc All Star Superman, un titre qui est assez connu, qui croule un peu sous les récompenses, en 12 issues, et qui part d'un pitch assez simple. Superman, lors d'une mission pour sauver des scientifiques dans un voyage spatial en direction du Soleil, mission qui a été visiblement sabotée par Lex Luthor. Superman va réussir à sauver l'équipage de justesse, mais en étant trop près du Soleil, il va en fait altérer ses pouvoirs. En gros, se surcharger de pouvoirs, en développer des nouveaux. Oui, parce qu'à la base, Superman a ses pouvoirs sur Terre grâce au soleil, exactement. Mais là, ceux qui savent pas. En s'en approchant trop, il va se brûler les ailes et donc être officiellement condamné et mourir dans 1 an. Donc les 12 issues se passent sur 1 an et c'est Superman face à la mort, on va dire. Et alors c'est super intéressant. Enfin moi quand j'ai découvert le pitch, je me suis dit je connais pas très bien Superman, mais je me suis dit c'est cool, on va peut-être brosser toutes les facettes de Superman et le voir enfin vulnérable, parce que quelque chose qu'on lui reproche assez souvent, c'est justement d'être invulnérable et que ça casse la tension scénaristique. Grant Morrison va avouer assez honnêtement s'être inspiré des 12 travaux d'Hercule ou d'Astérix, je ne sais pas, pour écrire, je pense d'Astérix à mon avis, mais on m'entend? Oui, peut-être. Oui. C'est moi qui ne m'entends plus, pardon. Il va donc
accomplir ces 12 travaux, qui sont des travaux librement inspirés. Ça va peut-être même pas forcément être un par issue, mais il va donc traverser son sort en révélant par exemple son identité à Loïs. Il va partir dans tout un tas d'aventures. Alors ce que moi j'ai aimé le fait que ça met en lumière, en fait, on peut, je pense, commencer le comics sans forcément connaître bien Superman ou avoir juste un peu de culture G sur Superman. Grant Morrison va vraiment s'attacher à montrer un peu tous les aspects de ce qui fait Superman. Autant, je pense, dans ses bons côtés. Sa force, le fait qu'il soit un peu le super-héros primaire, sa lumière, sa force de caractère, et en même temps révéler, je pense, avec assez d'honnêteté, tout ce qu'il y a de plus peut-être un peu cartoon et complètement fou dans l'univers de Superman, comme par exemple Superdog, des trucs comme ça. Je pense que en fait il a tout mis dans Crypto. Ah oui, le chien s'appelle Crypto, oui. Et puis avec une succession d'aventures un peu grand guignol qui honnêtement, je pense, ne sont pas forcément à la hauteur du pitch. Ça enchaîne un peu des aventures de Superman dans ce contexte, mais j'ai regretté un manque de tension globale qui même si on connaissait son sort on connaît son sort, mais au final on dirait que ça impacte peu l'histoire. Enfin, moi, j'ai lu pour l'instant les 6 premiers et on a l'impression d'une succession d'aventures, mais qui est pas drivée primairement par le fait qu'il va crever ou qui pourrait crever. Donc du coup, comme c'est pas très mis en avant, enfin bon, voilà. Après, à titre personnel, le travail de Frank Whiteley ne m'emballe pas plus que ça. Je suis désolé. En fait, j'aime pas trop ces personnages, j'aime pas trop ces couleurs. Ça fait vraiment genre la couleur infographique des années 90, quoi. Enfin, à mon sens. Et puis il y a des histoires un peu cheloues avec Samson et Atlas qui sont complètement what the fuck, où à un moment ils décident d'organiser un tournoi entre eux et Batman pour qui va pécho Lois et Superman, pour qui va pécho Lois et Batman qui arrive là. Tu bleed. Mais cependant, je continuerai parce que il y a cette forme d'insouciance et quand même de bons moments. Enfin, on passe un bon moment. C'est peut-être pas l'histoire la plus tragique. Il y a peut-être pas de grosses tragédies dans le fond, dans ce que j'ai lu pour le moment. Mais je passe vraiment un bon moment, donc je continuerai quand même. Alors vas-y, Daniel arrache un petit peu. Le plus rapidement possible, si tu peux. Je vais y aller rapidement. Faut que je vous dise un truc, c'est que je l'ai menacé par SMS. T'as pas intérêt à dire de conneries, parce que sinon, je te fais un deuxième trou de balle. C'est littéralement ce que je lui ai dit. Tant de vulgarité. Et grosso modo, All Star Superman, c'est un de mes comics préférés de tous les temps. Et pour plein de raisons. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que c'est Grant Morrison qui a repris beaucoup d'histoires du Golden Age de Superman pour en faire une espèce d'anthologie. Et en fait, toutes les histoires sont inspirées sur le passé, mais elles sont updatées. Et alors, je vous propose, alors c'est pas du tout visuel si vous nous écoutez, mais je vous conseille de le faire. Regardez rien que la première page. Regardez rien que la première page qui résume. Tout est résumé sur Superman. Sur une page, toutes ses origines sont là. Pour un flashback. Doomed Planet, Desperate Scientist, Last Hope, Kindly Couple. C'est exactement toutes ses origines en une page. Il n'y a pas besoin de plus. Et c'est un mec qui est minéral dans sa manière d'écrire. Il va exactement au but. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque épisode pourrait presque se lire indépendamment, mais en fait, ça fait un arc complet. Et si on les prend indépendamment, c'est à chaque fois une des meilleures histoires de sa catégorie. C'est la meilleure histoire de Jimmy Olsen. C'est une des meilleures histoires de Lois Lane. C'est une des meilleures histoires de Lex Luthor. Vraiment, et je peux vous dire qu'il y a... Mais du coup, ça manque d'une continuité quand même. Il faut que tu le lises jusqu'au bout. D'accord. Et vraiment, et c'est pas pour rien que c'est mon comics préféré tout le temps. C'est aussi la meilleure histoire de Jonathan Kent qui fait littéralement ses adieux à son fils. C'est un des trucs les plus bouleversants que j'ai jamais lu. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai eu la chance de rencontrer Grant Morrison et j'ai vu frimeur. Non mais j'ai vu quelqu'un qui est venu vers Grant Morrison et qui lui a dit ce comics m'a changé la vie. Et pourquoi? C'est parce que dans le deuxième volume, il y a une page qui est restée très très célèbre dans le monde du comics encore aujourd'hui. C'est une fille qui va se suicider et pendant que Superman fait ses 12 travaux, un de ses travaux finalement essentiels à l'humanité, c'est que il va sauver cette fille, il va la prendre dans ses bras, il va lui dire non, te
suicides pas, tu es beaucoup plus forte que ça, et c'est une image qui a eu un énorme impact dans la pop culture de ces 10 dernières années, puisque c'est devenu une espèce de comment dire, d'exemplarité pour c'est exactement ce qu'est Superman. C'est pas uniquement une métaphore à la con comme pourrait le faire Zack Snyder. C'est aussi une allégorie. C'est aussi quelque chose qui nous pousse à être plus forts que nous-mêmes. Et c'est exactement ce qui est important dans ce Superman. C'est pas forcément, c'est pas un action comics classique. C'est vraiment quelque chose qui nous pousse à être nous-mêmes quelque chose de différent. Et vraiment, je t'engage à lire la suite parce que c'est un des meilleurs comics de tous les temps. C'est mon comics préféré. À chaque fois que je lis une fois par an au minimum. Et je découvre des nouveaux layers, des nouvelles strates à comprendre. Le dessin de Quickly, je pense que c'est la plus belle chose que j'ai vue depuis Mobius en termes d'espace. Il sait faire les espaces, quoi, ce mec. C'est vraiment incroyable. Je te conseille de le relire, vraiment. Ok, non mais je vais poursuivre. En attendant, nous allons. Merci Daniel. Voilà. Donc moi, je vous dis. All Star cri d'amour pour Superman. C'est un des meilleurs. Ouais, non, mais attends, moi j'y vais à la punchline. Voilà. On va donner la parole à Pet. C'est un comics qui change la vie. Et si c'est pas pour ça qu'on lit des comics, à quoi ça sert? Merci Daniel. On va passer. Bravo. Applaudissements. Là, je drop le mic. On va passer à une autre série qui, j'espère, est aussi porteuse de bons sentiments et de qualité. On va parler de Manifest Destiny, proposé par Alexandre Sauzed. C'est quoi ces noms et c'est Ben qui va nous en parler. Oui, bonjour. Bon, j'ai plus que 5 secondes puisqu'à cause de Daniel, on a bientôt fini. Tu trouves que j'ai été long par rapport aux autres? Chut, tais-toi. Donc Manifest Destiny, en fait, le titre déjà peut dire quelque chose à certaines personnes un peu cultivées. Manifest Destiny, c'est le nom d'une idéologie en fait américaine qui consiste à dire que les États-Unis qui sont en train de naître ont la mission divine de civiliser et d'apporter la démocratie à tout l'ouest des États-Unis. Et la première mission de cette entreprise, c'est celle de Lewis et Clark, qu'on connaît au moins de nom. À ne pas confondre avec Lewis et Clark, Superman. Voilà. Qui donc sont deux capitaines de l'armée qui emmènent des hommes avec eux, autant des militaires que des criminels qui sont là un peu pour utiliser leurs muscles et enfin ils servent de petits bras quoi. Lewis a pour but de tout cataloguer, c'est-à-dire les animaux qu'il rencontre, les ethnies, la végétation, faire une cartographie, etc. Donc c'est plutôt le scientifique. Et Clark, qui est lui un peu plus un militaire à proprement parler, en fait, c'est lui qui gère les hommes, c'est lui qui assure la sécurité des gens et surtout de son ami Lewis. Et donc voilà, ils partent tous les deux avec une trentaine d'hommes, je crois. À l'ouest des États-Unis pour faire cette mission donc de répertorier et un peu d'apporter la bonne parole on va dire. Donc ça c'est un truc qui existe, c'est historique en fait. Donc moi au tout début j'étais putain c'est un truc historique, il est sympa Alexandre Sauzet là mais bon c'est un peu chiant. J'ai continué parce que je me suis dit s'il l'a suggéré c'est qu'il y a un réel intérêt et au bout de quelques pages, on se rend compte que, au lieu de rencontrer des Indiens ou des oiseaux ou de la végétation un peu relou, ils arrivent dans le coude du fleuve, parce qu'ils sont en bateau, je l'ai pas dit, mais ils sont sur le fleuve. Ils voient une espèce d'énorme arche végétale, un truc qui est impossible à avoir construit, sauf si on est des Égyptiens, mais bon voilà, c'est pas le cas. Et ils se disent, ok, c'est un truc bizarre, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on check ce truc, c'est pas normal. Et donc bon, hyper intéressés, etc. Donc là je me dis tiens c'est cool, ça va peut-être être un petit peu plus cool qu'un truc historique. Et là il commence et il rencontre un espèce d'énorme centaure qui est au lieu d'être homme cheval il est homme bison ou homme buffle. Et donc j'ai dit oh putain ça y est il y a un petit peu de surnaturel. Je vais pas aller plus loin, ils vont rencontrer d'autres phénomènes surnaturels. En gros, vu que j'ai encore pas le temps d'expliquer, c'est pas grave. En gros, c'est un peu l'histoire cachée de Lewis et Clark, c'est-à-dire tout ce qu'on voit pas dans les livres d'histoire, en fait, ce qui s'est vraiment passé. Enfin, c'est comme ça que c'est vendu. En fait, ils ont pas rencontré que des Indiens et des trucs un peu boring. Ils ont, bon, je sais qu'il y a eu des meurtres et tout ça. Hein, je minimise pas. Boring. Les États-Unis. Et mais là où c'est cool, c'est que justement, c'est ça. J'avais pas du tout lu le synopsis, donc je savais pas. J'ai vraiment été surpris. Je me suis dit, ok, en fait, au lieu d'être un truc purement historique, qui aurait eu son avantage propre, là, on part dans une histoire avec des créatures bizarres, des espèces de zombies plantes, enfin des trucs complètement ouf. J'ai lu que les 3 premiers, mais je pense que je vais vraiment continuer parce que bah voilà, ça change un peu d'habitude et je trouve ça cool d'avoir ce côté. En fait, on vous raconte l'histoire, mais on vous raconte la vraie histoire de ce qui s'est vraiment passé. En fait, c'est sous-jacent et
C'est hyper cool. Les dessins sont plutôt sympas, c'est assez propre en fait. C'est pas transcendant, mais je trouve que le mec se débrouille pas mal. J'ai pas donné les auteurs effectivement. Je voyais que tu fronçais les sourcils. Au scénar, on a Chris Dunges qui, alors j'ai pas pour l'un comme pour l'autre, Matthew Roberts au dessin. J'ai pas trouvé grand chose de leur taf. À part Manifest Destiny, sauf un truc qui peut plaire à Luxbox, c'est que Chris Dunges, il est scénariste et producteur pour Agent Carter sur CBS, Nice. donc voilà, donc en gros c'est plutôt cool et je mets juste donc je crois que c'est fini parce qu'en fait j'ai vu que 18 issues et en fait la 19 n'est jamais sortie ou en tout cas j'ai pas réussi à savoir si c'était vraiment terminé ou pas. En tout cas les 3 TPB qui correspondent à ces 18 issues sont sortis, le 3e est sorti là ou va sortir dans les jours qui suivent et je voulais juste noter que les covers de ces TPB sont absolument dingues. Elles se ressemblent toutes les 3, elles ont exactement la même construction mais avec des éléments différents en fonction de l'avancement dans l'histoire. Voilà, donc lisez-le, c'est plutôt cool, c'est bien foutu et voilà. Alors voilà, parfait. Merci pour cette revue. On va passer à la suivante et c'est Lucille qui va nous en parler. Il s'agit de Howard the Duck. On en avait déjà parlé dans une émission précédente, mais là c'est pas la même version. C'est par un autre auteur et un autre artiste dont j'ai oublié le nom parce que j'ai pas noté sur mon conducteur. Mais ça nous a été proposé par Vincent Vlidi ou Velidi, je ne sais pas comment on dit. Et tu vas me corriger tout de suite. Qui a écrit cette Alors, C'est Chipstar. je fais défaut à toutes mes habitudes C'est l'ancienne. parce que je suis un peu le Sylvester Stallone de l'émission. Je prépare toujours mes chroniques avec force et discipline, et là pas du tout. Donc c'est fait que j'ai pas pris de notes. Je suis venue complètement à poil. à poil? Métaphoriquement parlant, bien évidemment, je précise à la radio. Mais surtout, du coup, c'est que je ne suis pas sûre d'avoir lu le bon Howard the Duck. Ah, t'as lu le classique de Steve Gerber? Non, mais j'en T'as ai lu lu un celui et de du coup Ben il m'a dit mais est-ce 2014? qu'il y avait 2016 dans le titre? Et je lui ai dit bah non, il me dit mais ça se trouve c'est pas le bon. En fait, en gros, il y a eu le personnage a été recréé il y a pas très longtemps, il y a quelques mois en fait, on l'avait chroniqué dans je sais plus quelle émission, enfin je l'avais chroniqué. Et en gros, après Secret Wars, ça a rebooté et là, c'est les nouveaux numéros. Bah, du coup, Est-ce qu'il rencontre Spider-Man? Il croise Spider-Man, il croise She-Hulk. Ok, donc c'est le Et nouveau. c'est les nouveaux. Ah, c'est bon. Et on en a déjà parlé. Ah non merde. Bah non. Du coup, Non, C'est pas en fait, reboot, c'est pas le nouveau, c'est celui que moi j'ai chroniqué C'est celui avant que toi, t'as Secret Wars en chroniqué fait. Ouais, bah ouais. oh bah du coup on peut passer à la chronique suivante alors on s'en branle. Oh putain, Chronique Bah, je l'ai suivante. dit, c'est vachement non, mais bien. non, hein. Gain de temps. Wouh. le pauvre mec sur Twitter qui a dit on va parler de moi et en fait Bah, non on passe, allez dégage. Bah oui mais du coup. Déjà Eric a passé sa chronique là de Shinogi. que Moi je on sais m'a même pas dit pourquoi. non mais attendez, on m'a dit faut lire Howard the Duck. J'ai tapé Howard the Duck, je suis tombée sur Howard the Duck. T'imagines On m'avait si on m'avait dit faut lire tombé Howard sur the un Duck film porno Howard the Duck, 2016. tu l'aurais chroniqué comme ça à la Bah radio. pourquoi pas, si c'est écrit moi je le fais hein. D'accord. Bon à savoir. Donc, voilà, On saura donc, pour la suite. Excuse-moi mon cher Vlidi. Oui, Vidi, Voilà. Vidi, tu auras des bisous numériques. Voilà. Ah, mais on la refera plus tard. Ouais ouais. Et on va rendre le micro à Daniel, du coup, qui va nous parler de quoi? Alors, son activité préférée, j'en suis sûr, c'est pas Koh-Lanta, c'est le sexe. Et c'est Je sais nous pas a pourquoi, à été, chaque fois c'est sexe, tout le monde se tourne vers moi. c'était au hasard, c'était pour le coup, c'était le, C'est ouais. toi Ouzef hein de toute façon. Merci. Et ça nous a été C'est un compliment, proposé oui. par Et on Nova se finit Dustin. avec moi, c'est ça. Hein. C'est dégueulasse, il est 13h et on parle Beaucoup déjà trop de cul, je détails viens juste de sur manger. l'information. On t'écoute, Daniel. Alors d'abord, je tiens à m'excuser à Nova Teddy's qui a proposé cette review. Il va le Voilà, défoncer. c'est parti. Putain, mais trop bien cette émission. Non, hein. alors non, parce que peut-être qu'il aime et légitimement il aime. Mais alors là, je vais vous regarder et je vais vous dire qui c'est qui est intéressé par un comics où il y a une vieille pseudo Catwoman qui se masturbe au souvenir du vieux Batman dans son lit avec un vibro. Est-ce que sur le livre il y a Batman? Pseudo Batman. Il y avait deux mains levées dans le, Il y a dans deux le public. mains levées. Voilà. Alors, effectivement, voilà, ça c'est la punchline, le pitch d'elevator comme on dit aux États-Unis. C'est grosso modo, c'est et si Bruce Wayne s'était arrêté de devenir, avait lâché la rampe, il a arrêté d'être Batman. Imaginez pseudo Alfred sur un lit qui lui dit Batman, s'il te plaît, arrête d'être Batman, pense à toi. Et donc Alfred meurt et il jure sur son lit de mort. Bon, écoute, j'arrête d'être Batman. Donc c'est l'histoire d'un pseudo Batman. Comme il y a beaucoup de pastiches de Batman dans le monde du comics. Et il est riche et donc du coup il va faire des réunions et on va découvrir que c'est un mec. C'est ce que font des les riches. réunions de riches dans des entreprises de riches. Et il va avoir une vie pas très intéressante et lui-même va se découvrir que lui-même n'est pas très intéressant.
Et donc Sex, puisque c'est le nom de ce comics ultra provocateur, inclut beaucoup de sexe, puisqu'il y a un gros rapport au sexe, puisqu'il se dit oh là là, et si toute ma sexualité n'était pas dans mon ancien personnage. Vraiment, c'est le vieux truc éculé de qui est en fait le masque. Est-ce que c'est Bruce Wayne le masque ou est-ce que c'est Batman le masque? C'est vraiment que des vieilles idées. Et en fait, ça n'a pas l'ombre d'une idée, en fait. Ça n'a pas l'ombre d'un concept, puisque en fait, on s'emmerde un peu. Il fait des réunions boring. Il va voir sa copine, la vieille Catwoman, qui donc se masturbe en pensant à lui tard le soir. Mais qui en plus, alors ça c'est des idées volées sur Frank Miller, qui en plus gère une boîte, comment on dirait, une boîte à cul. Boîte à cul. Non mais en plus on est dans le marais, on est dans le marais, une maison close, ouais. Non, mais on est dans le marais, donc il y a des boîtes à cul en tout cas, oui. Il y en a une à 200 mètres d'ici, si tu veux savoir. On enchaîne. Allez Daniel. Non mais attendez, le sujet c'est sexe. Oui. Je vous dis sexe. Alors l'avantage de ce comics, puisqu'il y en a un quand même, c'est que c'est vraiment brillamment dessiné. Le mec, il a un style franco-belge, c'est un Européen. Il a été recruté sur Internet par Joe Casey, le scénariste. C'est un mec qui dessine vraiment vraiment bien. Ça me fait penser à une espèce de Largo Winch qui a été un peu super-héroïsé. C'est vraiment très très joli. Vraiment, ce mec n'a qu'un seul défaut, c'est qu'il a un nom polonais, quoi. Sinon, il s'appelle Kowalski. Mais sinon, non, je plaisante à mes deux amis polonais. Mais sinon, c'est Joe Casey. Et le problème de Joe Casey, c'est qu'il a pas beaucoup d'idées. En fait, il a parfois des vagues concepts. Il avait fait Wildcats 3.0 qui était pas mal, mais ses X-Men sont légendairement restés nuls puisqu'il a écrit X-Men en même temps que Grant Morrison, et donc Grant Morrison a révolutionné les X-Men. Et lui, c'était le nul à côté. Et ben voilà, en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est le Batman du nul à côté. C'est pas très bien. Et si vous voulez vraiment lire des pseudo-Batman, parce qu'en fait, il en existe, il y a plein de gens qui ont écrit des pseudo-Batman sans avoir les droits, des para-Batman. Je vous conseille de lire Astro City, le deuxième volume d'Astro City qui s'appelle Confession, qui est un de mes comics préférés de tous les temps. Et c'est Kurt Busiek qui a pas les droits de faire Batman, mais il a fait une histoire d'un mec qui ressemble à Batman. Et c'est vachement mieux que ça. Il y a pas de cul par contre, mais alors là il y a vraiment, oui, t'as vu, il y a quand même du fion. C'est pas ouf non plus, quoi. Non, c'est pas ouf, c'est pas explicite, mais c'est prêchi-prêcha. Il y a de la fellation, il y a du cuni. Enfin, il y a quelques sexes apparents. Il y a du sexe apparent, mais voilà, c'est pas génial. C'est très provoque pour faire provoque. Genre le mec à la fin, il publie les lettres qu'il reçoit, genre ça a été interdit dans tel comté, tel état. Genre il y a pas grand chose à interdire là-dedans. C'est pas génial. Donc à recommander absolument personne. Visuellement, c'est super. Je trouve qu'il y a plein de gens qui devraient jeter un coup d'œil, ne serait-ce que pour voir comment c'est le style européen, mais qui s'adapte aux comics. Je trouve que c'est un bon cas d'école, mais c'est vraiment pas bien écrit. Je recommanderais pas ça, quoi. Et sur la longueur, c'est horrible. Enfin, il se passe pas grand-chose, et à chaque fois, il y a une scène de cul. C'est comme Hollywood Night, il y a une scène de cul à chaque fois. Et je me dis c'est le moment de la scène de cul, ça y est. Et ça enchaîne. Et je suis allé plutôt jusqu'au deuxième TPB. Et j'ai pas trouvé l'intérêt. Joe Casey n'est pas un bon. Je suis désolé. Eh bien, c'est sur cette note super positive que nous allons conclure les revues. Je sais pas si tu kiffes ça, mais merci pour ces revues, merci de nous avoir proposé. En fait, on se demande des fois si ça n'a pas été du troll. J'espère que c'est pas le cas. Attends, j'aurais pu troller Joe Casey encore plus, j'aurais pris ses autres comics. Non, pas toi, mais je veux dire de la part des auditeurs. Mais je ne me permettrai pas de penser ça. On se retrouve juste après cette page de pub. Je sais où tu te caches! Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film. Je me demande bien comment ils peuvent faire ça. Eh dis donc Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, y a plus de péloche, y a tout sur Cinoche et le monde de l'audiovisuel, avec des super chroniques, des super discussions et des super invités Giboite. Oh là là, et Maël, où est-ce qu'on peut entendre ça? Une fois par mois sur Radio Kawa Giboite. Allez Marcel, au studio. Il n'y a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel. Présenté par Maël et Giboite. Une fois par mois. Sur Radio Kawa. De retour dans ce 39e épisode de Comics Outcast, toujours en public à l'école Radio Kawa. L'école Radio Kawa. Bientôt.
Bientôt, il y aura une école de formation de Radio Kawa, mais ce sera clairement pas moi le prof. Donc, sur Comics Upcast, à l'école multimédia, voilà. On va parler ensemble d'amour. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, nous sommes le 14 février, pas juillet. Je confonds toujours les deux. C'est pas le même genre de fait d'artifice. Inimportant pour moi. Voilà, il y a des gens à qui ça touche l'amour, il y a des gens que ça intéresse. Et ben, dans les comics aussi, les auteurs ils se sont dit et si on faisait transparaître cette émotion qui lie des êtres humains. Bref. Et donc ils sont obligés de faire lier des personnages les uns aux autres. Sans la frustration quoi. Légèrement. Bref, donc des personnages et de les lier, voilà, des relations destructrices, passionnées. On en a lu dans les films, dans les comics. C'est une émission sur les comics, c'est ça, voilà. On a l'habitude de les voir et aujourd'hui on a choisi quelques romances particulières dont on a voulu vous parler. Alors, je sais pas trop dans quelle ordre on va fonctionner, mais j'aimerais bien que Daniel nous introduise un peu comment dans les années 70 Marvel a putain, on va aller beaucoup plus loin de façon super succincte. Alors je prends mon micro pour parler de romance. Les romance comics, donc les comics romantiques du milieu du siècle dernier. Alors en fait, les romance comics sont nés pendant la guerre presque, littéralement. Ils commençaient comme des la Seconde Guerre mondiale. Ouais, la deuxième, tu croyais la guerre de Corée, je sais pas. Bon, ils sont nés au moment de la guerre, donc pas longtemps après le boom des super-héros, quoi. Donc Superman, Batman. Et en fait, sur le simple idée que il faut divertir aussi les filles. Et du coup, il faut pas oublier un truc, c'est que littéralement le style qui a vraiment éclos à l'après-guerre, le style a éclos grâce à Simons et Kirby, donc les deux inventeurs de Captain America. On peut voir quand même le côté badass de Jack Kirby quand même, qui a créé les Avengers. Et il a créé Fantastic Four, il a créé les X-Men et il a créé la romance dans les comics, quoi. C'est quand même, ce mec, c'est un dieu. Alors, est-ce qu'on parle vraiment d'un courant business où vraiment ils ont créé toute une ligne, toute une gamme de produits uniquement dédiés aux jeunes filles? Non, il y a eu Young Romance qui a commencé, qui a commencé le pas, vraiment la grande éclosion. Mais ensuite, oui, il y a eu une galaxie ça a vraiment été un boom. Ça, pendant un moment, ça représentait un tiers du marché américain. Il faut dire qu'à l'époque, les comics se vendaient par centaines de milliers. Et oui, il y avait un public. Ils ont commencé à en faire plein de, genre, ils ajoutaient Her dans le titre et tout d'un coup, ça faisait un Her Story et hop, ça y est, ça devenait Her Love et voilà, ça devenait un nouveau truc. Évidemment, le public visé était féminin. Mais la particularité, comme je te l'ai dit, c'est que il faisait appel aux meilleurs artistes de la Marvel, enfin de ce qui va devenir Marvel plus tard, et de DC. Il faisait appel aux grands cadors, quoi. Genre Frazetta a dessiné des romance comics, Hollywood, John Romita Senior. Tous y sont passés parce que à un moment il fallait, pour eux, soit ils aimaient ça, soit il fallait payer les factures, j'imagine. Mais de toute manière, ça payait pas énormément de dessinateurs à l'époque. Et donc il y a une galaxie de romance comics qui ont évolué avec un truc qui s'appelle le Comics Code Authority, que vous connaissez peut-être. Toi tu connais. On en parlera dans une prochaine émission. Le Comics Code Authority, c'est le pouvoir de régulation des comics qui a été mis en place par les profs, les instits et les religieux aux États-Unis pour contrôler les comics dans les années 50, pour dire bah non, ça c'est safe, ça c'est pas safe. Et pour eux il y avait beaucoup de choses dégradantes dans les comics, évidemment. Et du coup, il collait ce sticker. Pendant des années, Stan Lee a lutté contre pour faire des histoires de Spider-Man. La fameuse histoire de drogue dans Superman, il a été obligé d'enlever le Comic Code Authority. Mais donc, c'était toujours le truc qui a plané au-dessus des romance comics parce qu'il pouvait pas aller plus loin. Il y avait pas de cul. Il y a vraiment, c'est la romance. Et en général, l'histoire, c'est elle qui hésite entre deux mecs. Voilà, ça c'est vraiment l'archétype de base. C'est la jeune fille hésite entre deux mecs, le rebelle ou le beau gosse un peu rangé dans les rangs. C'est un peu l'histoire des Hauts de Hurlement. Et ensuite, au fur et à mesure, ils ont ajouté quelques archétypes. C'est comme les westerns. Il y a pas beaucoup d'histoires, mais il y a beaucoup de films. Et il y a 4 histoires dans les westerns. Et du coup, au fur et à mesure, ils ont essayé d'évoluer avec le temps. Et alors, il y a ceux qui sont arrivés les années 50. Ensuite, il y a eu les années 60. Donc, la libération sexuelle la révolution sexuelle commençait à poindre son nez. Et du coup, moi, je suis assez fan de ceux des années 70 de Marvel, puisque vraiment, alors, ils étaient en pleine mouvance Women Lib, genre vraiment la libération de la femme a quelque chose à faire.
passionnant à lire parce qu'on voit l'évolution des mœurs et de la manière dont on les accepte à l'époque. Et finalement, ces romance comics, je vais terminer là-dessus. Finalement, ils ont disparu en fait. Ils ont été rayés de la carte. Dans les années 70 parce que en gros ils n'intéressaient pas, qu'ils vendaient moins déjà, ils s'intéressaient moins de gens, et en fait ce qui s'est passé par là c'est que il y a eu la pilule qui est arrivée et tous ces genres de choses, et du coup les comics avec le Comic Code Authority ne pouvaient pas lutter contre la vérité de la sexualité, c'est-à-dire que la libération sexuelle était là. Les gens avaient plus de droits dans les années 70, et les comics ne pouvaient pas aller assez loin par rapport à ce que les gens auraient voulu sans doute. Et du coup, c'est pour ça que les romance comics ont disparu, et ils réapparaissent de temps en temps pour faire des wink wink. La manière dont on les connaît le mieux en fait en France, c'est dans les décors des amours. Tu sais, il y a Ron Lichtenstein, et Ron Lichtenstein en fait, qui est un gros connard en fait, il a swappé énormément de planches de romance comics pour en rajouter des points, et voilà, pour dire regardez comme je suis un artiste. Je déteste Roy Lichtenstein. L'as rencontré? Non, mais si je le pouvais, alors si tu savais. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né un pan de romance comics. Et alors, je pense que toi, tu vas vouloir passer au super-héros, et c'est une clé essentielle, je pense, pour comprendre, puisqu'en fait, souvent, les super-héros étaient imaginés comme des couples, enfin Superman, Lois. Il y a toujours une espèce de dualité ou de triangle amoureux qui apparaît. Voilà, Eric. Merci pour mon avis. Du coup, pour illustrer l'évolution après donc toute la rom-com, les romance comics plutôt, parce que je pense que rom-com ça n'a rien à voir, c'est les romantic comedies. Zev va nous parler d'une union un peu différente, celle de Scarlet Witch, donc la sorcière rouge, et The Vision, donc la vision, que certains d'entre vous qui ne les connaissaient peut-être pas ont rencontré dans Avengers 2, le film Avengers 2. Et donc c'est une romance qui en fait commence il y a assez longtemps. Ouais, dans les années 70 en fait, donc on est loin de la rom-com comme tu dis. Est-ce que je replace Scarlet Witch et Vision pour le public ou pas? Non, tout le monde les connaît. Tout le monde a vu le film. Maintenant, tout le monde a vu le film. Donc effectivement, apparition dans la MCU, donc dans le dernier Avengers 2, il n'y a pas encore de romance qui est née entre eux, mais dans les années 70 en fait, c'est les deux personnes se sont mariées. On avait chroniqué, je crois, l'année dernière, à le moment de la sortie de The Avenger 2, justement, on avait fait une petite chronique sur ça, et j'avais parlé d'un ancien comic qui était sorti justement où ils quittaient les Avengers pour s'installer en fait dans leur maison avec Jarvis qui était là pour faire toute leur lessive. Pour le détail, The Vision, c'est un androïde, donc c'est un pur robot, c'est pas un humain, et dans les années 70, donc il y a un mariage interespèce, si on peut dire, qui est fait dans les comics, alors qu'aujourd'hui, le mariage pour tous a eu du mal à passer pour nous. Donc déjà pour dire, les comics en fait à l'époque avaient déjà peut-être une vision peut-être plus idéaliste de la chose. Donc ils sont assez ensemble. Ils vont avoir par la suite 2 enfants. Je vois vos mines déconfites qu'il n'y a pas dans le public, mais c'est pas grave, que ça paraît bizarre d'avoir des enfants avec un robot. Bah oui, ils vont avoir quand même 2 enfants. C'est une sorcière, faut pas oublier. Voilà, c'est ça. Merci pour le spoil. Oh, putain. Du coup, attends, merde, spoil d'il y a 40 ans, merci. Je sais. Plus 45. Donc du coup en fait voilà, ils vont avoir une romance qui est très forte, qui est très importante pour l'histoire canonique de Marvel. Je vais y arriver. Qu'est-ce qui fait qu'en fait leur romance va avoir des hauts et des bas en fait, parce que Vision a cette envie d'être de plus en plus humain, c'est-à-dire de pouvoir se sacrifier en fait pour l'humanité. Il n'y arrive pas malgré toutes les upgrades qu'il peut essayer de faire sur son corps et ainsi de suite. Il n'arrive pas à être humain, et ça le blesse de plus en plus, ce qui va, comme dans tout couple, en fait, blesser sa compagne, dans Scarlet Witch au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, ils vont se séparer. Et ça va devenir en fait le moment le plus tragique en fait dans l'histoire à mon sens dans l'histoire de Marvel, puisque Scarlet Witch va se rendre compte en fait après plusieurs arcs de comics que je conseille par la suite, que ses enfants ne sont pas des vrais enfants, donc elle les a créés de toutes pièces, qui sont en fait même des morceaux, je crois, de Mephisto, si j'ai pas de conneries, un truc comme ça, faut lire le truc. Et donc ça va la détruire complètement, mentalement, elle va en devenir folle. Par la suite, ça va amener aux événements qui sont décrits dans Avengers Disassembled, qu'il faut absolument lire, je conseille largement. Elle va détruire les Avengers, elle va détruire Vision, elle va tuer Hawkeye, elle va se barrer, elle va être retrouvée par la suite par Charles Xavier et Magneto, donc qui sont
encore son père à l'époque en tout cas. Et ça mène ensuite à ce qu'on va appeler House of M. Donc House of M, c'est l'histoire canonique, une des histoires canoniques les plus importantes dans Marvel, à mon sens, puisque c'est le moment où tous les gros super-héros, tous les X-Men, tous les Avengers vont se réunir pour savoir ce qu'il faut faire avec Scarlet Witch, parce que elle est devenue complètement folle, elle maîtrise plus tous ses pouvoirs et de moins en moins, et elle est capable de faire du mal à un grand nombre de personnes d'un seul coup, même sans le vouloir ou même sans s'en rendre compte. Donc ils vont aller sur l'île de Genosha, où elle est gardée un peu en captivité, on va dire, par son père et par Charles Xavier, et ils vont se dire il va y avoir une petite dissension entre The Avengers et X-Men, comme toujours, et ils vont se dire il faut la tuer, il faut pas risquer le monde pour elle, malheureusement, il faut en venir à bout. Lorsqu'ils arrivent sur place, il n'y a plus personne, elle a disparu avec Magneto et avec son frère, et une grande lumière blanche, le monde, on tourne la page, c'est le début de l'arc de House of M, et le monde là a complètement changé. Les mutants dominent le monde. Magneto, qui est le chef de The House of M, donc la maison de M, la maison de Magneto, qui contrôle tous les gouvernements, qui a la mainmise sur le monde. Plus personne ne se souvient de rien. Ils vivent tous dans ce monde depuis leur fantaisie, et tous leurs rêves sont réalisés. Peter Parker est marié avec Gwen Stacy. Je crois que c'est la Reine Blanche qui est mariée avec Cyclope, un truc comme ça. Enfin, tout est parfait vraiment, sauf pour un seul badass qui est Wolverine, bien évidemment, qui se souvient de tout. Voilà, merci. Qui se souvient de tout et qui va chercher la vérité grâce à un autre mutant. Bref, il va avoir une grande baston qui va mener à la fameuse phrase qui m'a fait chialer lorsque je l'ai lu, c'est le No More Mutants, donc de Scarlet Witch, qui se rend compte que tous les problèmes viennent de mutants, et elle va juste prononcer cette phrase qui va changer encore une fois, altérer toute la réalité de la planète et effacer 99% des mutants, effacer les pouvoirs des 99 mutants en fait sur toute la planète, dont Wolverine entre autres. Et ça amène en fait à cet arc-là. Donc tout part en fait d'un seul point, donc de l'amour de Vision et de Scarlet Witch, comme quoi l'amour c'est de la merde. Merci, au revoir. On est tous d'accord. On va passer la parole à Ben qui veut peut-être nous parler d'une autre. Je sais pas, on sait jamais. Non, rapidement, en fait, c'est juste, moi, mon couple préféré, c'est Swamp Thing et Abigail Arcane. Donc, je vais juste en parler parce que l'anecdote est rigolote. Enfin, ça me fait rire. En fait, Swamp Thing, je sais pas si tout le monde connaît, c'était un chercheur qui est devenu une entité végétale. En fait, en gros, il contrôle toutes les formes végétales de la Terre, donc il est surpuissant, sauf que bon, c'est un monstre. Et Abigail Arcane, c'est la nièce de Anton Arcane, qui est son pire ennemi à Swamp Thing. Et en fait, en gros, ils se kiffent. C'est une des versions du couple, je parle pas des années 70. Ils se kiffent, mais bon, vu que c'est un monstre, en fait, ils peuvent paniquer, malheureusement. Et donc, passage, donc ça c'est chez Alan Moore, et graphiquement c'est assez dingue, donc je vous conseille, c'est peut-être graphiquement le truc le plus ouf que j'ai vu. Abigail Arcane va prendre des champignons qui poussent dans le dos de Swamp Thing, parce que c'est végétal, donc il peut faire des champignons un peu genre, tu vois, comme si tu fumais de la bœuf. Ils vont partir sur un espèce de plan astral, ou enfin plutôt un plan psychique, où ils vont complètement être défoncés, faut bien le dire. Ils vont donc niquer sur le plan psychique. Ils peuvent pas le faire physiquement, il a pas vraiment de bite. Enfin bon bref. Il peut, si, un tronc d'arbre. Enfin bon bref. Ils le font pas comme ça. Donc ils font ça sur le plan psychique. Va naître un truc qui s'appelle The Sprout en anglais. Donc The Sprout quoi. Ouais. Non, je voulais pas faire cette blague en plus. Bon, c'est pas grave. Bon bref. Et donc vu que c'est un truc qui n'est pas physique, ils vont dire John Constantine, tu peux venir. Donc John Constantine, je rappelle, c'est le sorcier de l'univers de DC, donc tout ce qui est mystique, c'est lui. Enfin un des sorciers. John Constantine, t'es chaud, je te possède. Donc son signe lui dit je te possède. Donc je prends ton corps pour niquer avec ma meuf, comme si t'avais tu vois un ovule qui était congelé, en fait c'est The Sprout. Et donc grâce à ce truc là, John Constantine va niquer Abigail Arcane, et de là va naître l'enfant de Swamp Thing et d'Abigail Arcane. Voilà, je voulais juste raconter ça, c'est plutôt cool. En tout cas, à part le truc drôle et c'est de l'amour pur et dur ça. Voilà, exactement. Non mais en fait, c'est juste que ça, en fait c'est un couple maudit, c'était un peu, je dis ça sur le ton de la rigolade, mais c'est un peu un couple maudit parce qu'ils arrivent jamais à être ensemble, malgré le fait que ce que j'ai raconté est vrai, et je vous invite à le voir parce que je vous le redis, graphiquement, quand il plane et qu'il nique sur le plan spirituel, graphiquement c'est assez dingue. Et donc en fait, en gros, ce qu'il y a, c'est que même dans les nouvelles versions de Swamp Thing, en fait, c'est toujours un amour maudit parce que elle va finir par être en fait l'avatar de The Rot. En fait, c'est le pourrissement, parce que j'avais expliqué, il y a les végétaux, les animaux, Animal Man, comme Adrien en a parlé tout à l'heure, etc. Donc il y a plusieurs avatars. Elle est l'avatar du pourrissement. Donc en gros, c'est des ennemis jurés par définition, donc ils peuvent pas être ensemble. Donc en fait, au fur et à mesure dans leurs aventures, ils vont toujours être maudits, ils pourront jamais être ensemble. Et je trouve ça plutôt beau.
Ok, merci Ben. Pardon, j'allais boire. Tu m'en as empêché. T'aurais pu faire une phrase plus longue pour me le permettre. C'est pas cool. On va donner la parole à Adrien qui va parler d'une autre romance complètement différente, d'un comics dont on cherche à parler mais pour lequel on n'a pas vraiment eu le temps. Il s'agit de Scott Pilgrim. Oui. Non, moi quand tu me demandes quelle romance t'as marqué dans les comics, une de celles qui m'a fait le plus voyager, on va dire, c'est celle de Scott Pilgrim et de Ramona Flower au sein des... Ramona Flower. Ah oui, voilà. Donc on est d'accord. Voilà. Avant toute chose, on est tous amoureux de Ramona Flower. Oui. Voilà. Merci. Moi, je suis la petite chinoise plutôt. Voilà. Donc Knives Show. Pour rappel très très rapidement, le pitch de Scott Pilgrim, c'est un Canadien, 23 ans, bassiste, chômeur, sans emploi, loser fainéant, qui tombe amoureux de sa livreuse Amazon, qui est elle américaine, et pour gagner son cœur, il va devoir combattre c'est 7 ex. Oui, bon bah voilà. Joli. C'est 7 ex maléfiques. Les uns après les autres. C'est une chouette métaphore. Scott Pilgrim utilise largement les codes du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on clairement, voilà, il y a un big boss qui est le dernier ex en date de Ramona Flower, qui est le plus puissant, celui avec qui il y a une rupture vraiment pas simple, qui s'appelle Gideon. Et avant ça, il va falloir qu'il affronte tous les autres ex qui sont chacun des archétypes de formes amoureuses. Le meilleur, c'est comme le vegan. Oui, il y a le vegan, effectivement. C'est un mec qui gagne ses super pouvoirs parce qu'il mange que des légumes. Exactement. Il est plus fort que les autres. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Non, c'est l'inverse. Même. Oh. Et donc voilà, c'est une chouette fable en fait quand on va au-delà de la blague, parce qu'on rigole beaucoup, mais c'est aussi une chouette fable. C'est d'ailleurs assez rare, mais en fait c'est pas vraiment un triangle amoureux pour une fois, c'est un quatuor amoureux avec Scott qui sort avec Knives Show, qui veut Ramona Flower, mais qui a aussi son ex Kim, la batteuse du groupe, qui voit tout ça d'un très mauvais œil. Enfin, c'est une histoire d'amour assez compliquée, mais qui au final passe bien. J'aurais pu ne pas aimer parce que le pitch c'est quand même vraiment une histoire d'amour, et au final c'est quand même vraiment bien. Pour ceux qui l'ont pas lu et qui ont vu que le film, je conseille vraiment de le lire parce que c'est vraiment chouette. Totalement différent, pas forcément, mais en tout cas c'est une belle adaptation le film, et d'ailleurs il y a un jeu vidéo aussi qui est assez chouette. C'est bien cool. On va passer pour on a trouvé une dernière référence. Pour vous, il s'agit du couple mythique des Fantastic Four. Il s'agit de Sue Storm et de j'ai oublié son nom, Reed Richards. Qui sont quand même plus intéressants dans la vraie vie que dans le putain de film qu'on a eu l'année dernière. Moi, j'ai bien aimé les 4 Fantastiques. Et c'est Lucie qui va nous en parler avec beaucoup de honte, j'espère. Non, je vais pas parler du film, je vais parler en fait du couple canonique. C'est pas forcément mon couple préféré des comics, mais par contre, justement, comme ils ont été créés comme mari et femme immédiatement, ça a donné l'occasion depuis je sais pas, ils existent depuis 70 ans à peu près. Ça a donné l'occasion en fait pour les auteurs d'aborder plein de points très intéressants de la vie de couple et de la vie de famille, puisque bien évidemment, ils ont eu le temps de faire des enfants, etc. C'est un couple qui est vraiment justement habité par cette entité familiale, puisque bien évidemment, il y a son frangin dans les 4 Fantastiques. La chose est considérée comme quelqu'un de la famille, donc ce qui fait que la question de la famille est vraiment un point très important dans les 4 Fantastiques. Et concernant leur couple, il y a vraiment des hauts et des bas. Si on prend par exemple l'arc très connu de Civil War, il y a quand même un moment où Reed Richards étant du côté de Iron Man, Sue Storm qui digère un petit peu mal que son frère se soit fait complètement casser la gueule, et a de plus en plus de mal avec on va dire les prises de position un petit peu extrêmes de Iron Man et donc de son mari, abandonne son mari en lui laissant ses enfants pour ensuite devenir un agent double entre guillemets de la team Captain America. Et c'est un moment qui est complètement déchirant, rien que d'en penser je suis un petit peu émouvue, un moment déchirant parce que voilà, elle abandonne son mari et ses enfants parce que c'est juste pas possible. Donc il y a des hauts, il y a des bas dans leur couple. Il y a des moments où leur couple va bien, mais où par exemple la vie est pas évidente, et ça permet par exemple dans un comics de 1983 de traiter visuellement la question de la fausse couche.
puisque donc il y a un court arc où c'est vraiment le bordel dans les 4 Fantastiques. T'as la chose qui se retrouve sur une autre planète et qui en fait se dit bah je suis peut-être mieux sur mon autre planète parce que je fais moins de dégâts que sur Terre. Du coup il y a She-Hulk qui se ramène dans la team. Enfin bref, c'est un gros bordel, c'est beaucoup d'émotions. Sue Storm est à ce moment-là enceinte et avec tout ce bazar, etc., ça crée trop d'événements et Sue Storm fait une fausse couche et en fait vous avez une page pleine en fait où tu as Reed Richards qui débarque à l'hôpital puisque Sue a été hospitalisé. Reed il était parti casser la gueule à un méchant ou je sais pas quoi, donc il arrive complètement catastrophé, il sait pas du tout ce qui s'est passé et là on lui apprend juste que le bébé n'est pas né, donc c'est pas exprimé en tant que tel et en fait on a juste une toute petite case avec Reed Richards et du noir tout autour. Et donc ça ce sont des choses de la vraie vie qui arrivent à des tas de vrais couples, etc. Et l'avantage d'avoir un couple canonique et appuyé permet aussi justement de pouvoir traiter de ce genre de choses dans les comics, et toute l'histoire de Sue Storm et de Reed Richards en fait comprend à plein de moments différents, dans des univers différents, plein de petits points comme ça de la réalité et du quotidien dans les comics. Et ça c'est un aspect que j'aime beaucoup puisque j'aime bien quand les comics justement reflètent la vraie vie, ce qui est pas toujours évident avec les super-héros puisque les super-héros ça n'existe pas. Donc même les super-pouvoirs ne les protègent pas de l'amour et de ses travers. Exactement. L'amour c'est de la merde. Pardon. Merci pour cette petite discussion. On a fait des petits points sur tout ce qu'on pouvait avoir tout ce qu'on pouvait avoir. Une sélection. Une fraction. Ouais, voilà. On pourrait en sortir encore des millions. Hein. Oui, voilà, Joker et Harley Quinn. Je dis ça juste pour Harley Quinn. Non, je vais pas le faire, c'était trop encore une fois. Lois Lane. C'est la marre. Voilà, il y en a plein qu'on avait noté, mais on n'aura pas le temps pour. On se retrouve juste après cette page de pub. Salut, c'est Pipo. Salut, c'est Gotoz. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés. Et on s'intéresse à ceux qui la font. On est les démons du midi, tous les mois sur Radio Kawa. De retour dans cette 39e émission de Comics Outcast, toujours en public de l'école multimédia. C'est quand même plus simple quand on articule. Je vais essayer de finir l'émission de cette façon. Voilà. On dirait un robot. Donc, petit problème de timing, on n'aura pas le temps de parler de jeux vidéo aujourd'hui, mais en revanche, on va directement passer à un autre jeu, c'est celui de Ben, et c'est un quiz. Et tout le monde est chaud pour le quiz de Ben, ouais. J'adore. C'est le meilleur de l'émission, on est d'accord. Et ça marche. Bah Ben, à toi la parole. Mais oui, absolument. Donc j'ai réparti nos petits amis en 2 teams en essayant que ce soit à peu près équilibré. Donc en fait c'est Daniel contre tout le monde. Non, c'est pas vrai. Non, en gros c'est Daniel, Eric et Zef parce que bon, on est d'accord que Daniel va se la raconter et que Zef va faire un des quiz. Donc du coup ça équilibre plus ou moins la team. Et on a nos chers amis Lucille, Adrien et Gaylor qui sont l'autre team. J'avais dit quoi ? J'avais dit Kryptonite et Adamantium. Bon, je sais plus. Vous avez qu'à vous appeler comme vous voulez. Adamantium avec un. Ouais, j'ai fait ok, ça va, c'est bon. Du coup, il faudra buzzer avec le nom de l'équipe. Ouais, voilà, exact. Bah, vous voulez changer de nom d'équipe ou ça vous va comme nom ? Vous pouvez choisir votre nom sinon, hein, mais c'est 5 secondes là. Ok. Trop tard. On peut dire juste Ada pour Adamantium ou pas ? Allez, nous on est Kryptonite. Ah, non, ok. c'est Kryptonique. Alors vous êtes Adamantium du coup. Ouais, c'est mieux Marvel. Ah, il y a une syllabe en plus, mais c'est pas grave. Ok. Donc 3 quiz. Je vais en faire un. Zef fera le 2e et je ferai le 3e. Voilà, il a voulu m'aider, donc c'est magnifique. Surtout que ce sera un truc sur les femmes et que c'est son dada. Premier quiz. En fait, on a gagné, hein. C'est bon, il y a Daniel avec nous. Donc je note les points. Eric, tu peux me passer ton stylo ? Merci. Ok, donc premier quiz. Est-ce que vous avez pas l'air prêts, les gars ? Mais aussi on est chaud. Des questions là. Et donc alors ces questions là, la dernière fois on faisait gagner les gens, on faisait gagner le public quand un de nos chroniqueurs n'avait pas la réponse, mais là on va faire mieux, c'est que quand ils donnent une bonne réponse, ils prennent un comics et ils le donnent à qui ils veulent. Donc on peut avoir comics. Ou vous le lancez ou vous le donnez, enfin voilà, vous choisirez, c'est ceux qui donnent, voilà, exactement. Un peu comme ceux qui ont des canons à t-shirt dans les matchs de basket et tout. Faudra un canon à livre. Un canon à comics. Ouais, exactement. Quiz numéro 1. Alors écoutez bien la règle, je veux pas de contestation parce que c'est un quiz parfait. Quiz 1. Qui est le premier jumeau des deux ? Alors j'explique, je vous donne le nom d'un personnage. Premièrement, vous pouvez marquer 5 points si vous trouvez son jumeau chez un autre éditeur. Ok. Son alter ego, enfin voilà. Et 5 points en plus si vous me dites lequel des deux a été créé en premier. Ça va ? Bah oui, mais c'est Daniel qui va gagner. Mais pas forcément. Le micro de nous on a le spécialiste de TF1. Voilà, c'est ça.
On a le spécialiste de la vie, meuf. Ok, je commence. Green Arrow. Kryptonite. Oui. Hawkeye. Ouais. Et lequel du coup, des deux? C'est Green Arrow, carrément. Ouais. Daniel, t'étais où là? Daniel, Voilà. il était pas là. Deuxième, Black Cat. Adamantium. Ah oui, c'est vrai, il y a les comics qui... Oui, Adamantium. Ouais. Et Catwoman. Ouais. Et Catwoman était bien avant. Oh, t'as vu ce petit ton hautain? On a gagné. Bien avant. Genre, tu oses me poser la question? Très bien. C'est bon, tout le monde à la règle là. Du coup, oui, vas-y Daniel, tu Ouais. peux le lancer. Il a choisi. Ah bah, Batman. j'ai chillé dans le public. Hein. Ah bah voilà, il le donne à qui il veut. C'est vraiment bien. C'est une putain de série, il ne connaît pas. Question suivante. Tout le monde Question devrait voir suivante. Question suivante. Deadpool. Adamantium. Oui. Deathstroke. Oui. Lequel des deux est arrivé en premier? Deathstroke. Oui, bien joué. Obvious. Le 2 à la même personne. Non, mais Daniel, essaye de Daniel, distribuer. Daniel, Daniel ne connaît pas la distribution des richesses. Je vais donner ça à la On jeune repart fille en avec un peu- rouge il n'y a pas avec de l'écharpe perdant. noire au fond, s'il te plaît. Ok. Voilà, elle l'a bien mérité. Suivant. Aquaman. Adamantium. Oui. Namor. Oui. Et Aquaman bien avant. Eh bien non, c'était Namor. Il a eu tort. Et j'en vais... Namor 1939, Aquaman 1941. Mais t'as quand même 5 points parce que t'as... Ah ok, putain, j'étais sur le... Oh oui, Je peux faire une blague? Sur le Namor Oui, Silver. oui, monsieur. Namor par décapitation. Allez, suite. T'as donné ton... Aladdin, Ah, non, 1992. oui, pardon. Ok. Super, c'est parti. The Flash. Adamantium. Et c'est Quicksilver. Oui. Et Flash bien sûr avant. Ok. Vous excitez pas trop les autres, j'ai l'impression là. Ouais! Non, mais pas pour le... Non, mais nous. C'est Daniel il parle- qui own là, putain. Bah ouais. Je suis désolé. Bah, Bah ouais, j'ai pas d'argument. Ok, ça marche. Swamp Thing. Kryptonite. Oui. Man-Thing. Ok, lequel des deux? Swamp Thing. Et non, c'était Man-Thing Ah, qui est apparu en mai 71 alors que Swamp Thing c'était juillet 71. Ah, C'est c'est vache, c'est vache, c'est ultra vache. En fait, c'est un peu une histoire drôle, on sait pas vraiment qui a copié sur l'autre. Enfin bon, bref, voilà. C'était le Du temps coup, qu'il tu- fleurisse. Du coup, tu t'es trompé, t'as que 5 points, c'est ça? Mais comment tu peux. Pourquoi il demande confirmation, c'est toi le... Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu peux savoir, enfin comment tu dis à un spécialiste des comics, genre non, t'as tort en fait. Bah, c'est- Parce que j'ai vu ça avec prend un des balls. spécialiste de Wikipédia et... Oh! Référence. Clayface, Qui ça? gueule d'argile. Je sais pas qui c'est. L'équivalent... Attends, alors, Batman, mais. Adamantium, Oui. mais est-ce que tu penses à Sandman? Bah oui, oui, Ok, oui. bah Sandman alors. Ok. Est-ce que la réponse est ça? Bah alors, Non, ok. mais parce que tu peux dire Greg Argol qui est techniquement... Oui, mais bon, enfin, disons le plus Bon, obvious. Et Sandman, du coup- alors. Et du coup, lequel des deux Et c'était quoi le choix déjà? L'homme Je d'Herglez. crois que c'est Clayface qui était premier. Eh oui, bien. Je peux faire une blague? Non. Je peux faire une blague? 40. Attention, je vais faire une blague, Et tout le monde l'autre, m'écoute. Sandman, 63. Di Janeiro. Allez. Oh la vache. Je sais que je vais pas te mettre 2 points pour tes blagues, hein. Enfin. Ok, c'est pas grave. Tu l'en restes Je suis d'accord pour qu'on mette des minus aussi. Mephisto. C'est pas des pompes, ça? Si. Du coup, c'est Sneakers chez DC. C'est les chaussures de Denis Brognard. Oh la vache. C'est pas une blague. L'équivalent du diable. Ah! Bah dis donc. Ah, c'est pas. Je vais dire Lucifer, normalement. Oui, C'est- Lucifer. Ouais, il s'est dit Lucifer. T'as pas dit le nom d'équipe, mais c'est pas grave, je te l'accorde. Adamantium. Et Lucifer. Ouais, et lequel des deux? Et Lucifer. Lequel des deux? Lucifer. Lequel des deux est arrivé en premier, putain? Lucifer. Mais lequel des deux? Ok, c'est Oh. Ant-Man. Si tu... J'ai pas de blague. Tais-toi, Ant-Man. Kryptonite. Ah, Kryptonite. Non, il a dit Kryptonite. Atome. Yeah, lequel des deux? Atome. Ouais, bien joué. Putain, Marvel, pas C'est cool. Hein. chaud. Bien joué, bien joué. Vas-y, balance un truc. Black Canary. Ah oui, pardon, faut que Adrien choisisse son comic. Eh oui, il faut que. Adamantium. Oui. Bah, je l'ai, moi, Crypto. Mockingbird. Ah, c'est Mockingbird quand même. Ouais, j'aurais pas dit que c'était la plus obvious, mais ok, je te l'accorde. Ok, c'est cool. J'aurais dit Black Widow, mais c'est pas grave. Ouais, les deux. Ouais. Laquelle des deux, du coup? Ouais, enfin, du coup, par rapport à Black Widow, je te demande. C'est Black Widow. Non, Black Canary. C'est Black Canary, pardon. Ah Putain, là là. d'ici, Ça va, il a 5 quand même, c'est bon. j'ai une blague. Vas-y. J'étais perdu dans les trucs. Mais il est relou avec ses blagues. C'est une blague londonienne. Dépêche-toi! Black Canary Wharf. Non. Suivant. Allez. La mort. Par décapitation. compris la blague. La mort. Death. Bah, Adamantium et c'est Def. Oui. Bon. Lequel des deux?
Attends, tu Ok, rigoles ou quoi Entre la mort et Death. Attends, la mort et la mort. ok, c'est La mort, Marvel faut et pas oublier c'est que dans le Marvel monde et Marvel, DC. c'est une personnification. C'est Marvel et DC. Donc Ouais. lequel des deux est arrivé en premier? Enfin, lequel est apparu dans l'univers? Je crois que c'est la mort qui était un peu. Oui, mais lequel? Marvel ou DC? Marvel. Non, DC. Ah merde. La mort par décès. Oh là C'est là. si tu me sors Dracula Marvel. Ouais, ouais. 5 points, là, 5 points. Qui a dit ça? Cette Allez, personne a 5 gagné points, des comics s'il te là. plaît. C'était très drôle. Scarlet Witch. Krypton, Ah. Zatanna, Oui, laquelle des deux est arrivé en premier? Bah si. Zatanna. Eh non, c'était Scarlet Witch. Scarlet Witch. Tu as quand même 5 points, mon petit. Donne les dates de création, s'il te plaît, au passage. Ah, ok, Scarlet Witch 64, mars 64 et Zatanna octobre 64. La même année. J'ai une blague. Oh le Oh putain, Eric. ScarletWitch.tv. Suivant. Oh oui, elle est bien. Si si. Ok, je vous mets. Non, je me mets pas. C'était vraiment pas très bien. Ultron. Ah, Adamantium? Oui. Chicago, Illinois? Putain, c'est vraiment le. Non. Ultron. Le Killer. Oh, Daniel, tu me déçois. Non mais Robocop. Robot est méchant alors, tu vois. Daniel, tu me déçois. Ah, Adamantium et Brainiac. Oui, Voilà. lequel des deux? Brainiac était bien avant. Décidément. Bon, là, Kryptonite, vous vous faites sodomiser. Hein. Oui, non, on n'avait pas remarqué. Rappelle en les fait. points là. Elle est venue Voilà, toute nue, bah, je te en fait, rappelle. Je compte de 5 en 5, donc, mais ils ont moins le double des points de vous. Ou voire le triple. Bah oui, mais ils ont Daniel. Ouais. Je peux changer de camp. Salomon Grundy. Salomon Grundy. Ah merde, putain. Adamantium, c'est Hulk. Ouais. Et c'est Salomon Grandguerrero. Oui. Décidément, j'arrête pas de le dire. Scarecrow. L'épouvantail. Si quelqu'un sait dans le public, il gagne 3 comics d'un coup. Voilà, la moitié des gens, je sais même pas qui c'est. en fait. Vas-y, dis. Oui, c'est vrai que je t'ai pas On a posé pour le une micro. personne Oui. au public. Vas-y. Ah, le micro ne marche pas. Oui, si. Oui. Il y a pas un épouvantail. Je dirais le dans super bouffon, mais ça irait plutôt avec le Joker. Non, effectivement, désolé. Non, il y a vraiment. Il y a son pas un alter ego. épouvantail dans le monde Marvel. Je sais pas, c'est ta réponse? Ouais. Vas-y, dis ton nom d'équipe. Adamantium, Oui. l'épouvantail. Oui. Ouais, il y a un En épouvantail. fait, aussi. un épouvantail. Donc 41. Ah merde, j'ai dit la réponse. Bon, il y aura pas. Mais non, c'est celui d'ici bien avant. Mais en tout cas, Scarecrow chez Marvel, c'est l'exacte copie. Il se cache même pas. Il a la même gueule. Ouais. Il met du fumigène pour faire peur aux gens. Enfin, c'est Ah. vraiment la même chose. C'est un méchant tout pourri chez Marvel. Je précise. Vision. Adamantium. Oui. Et c'est Cyborg. Ah non, tu peux c'est bien. Martian Manhunter. Non plus. C'est- Les kryptonites là. Mais je lis pas de DC, moi. Comment tu veux que j'arrive à faire un putain de comparatif? Je lis C'est que pas des forcément Marvel. que. Bah, des fois, je peux te donner. Bah oui, mais si tu connais Marvel. Bah oui, mais du coup, je sais pas Ah, bah qui, oui, qui mais est le Glo, type tu- dont tu me donnes le nom. Je suppose que c'est chez DC parce que je le Crypto. connais pas en fait. Mais Vision, tu connais. Kryptonite. Bah oui, Vision, oui, mais le nom. Kryptonite là. Kryptonite, pardon. Putain, j'ai oublié le nom du Encore Brainiac. C'est pas Red Mantalo, un truc comme ça? Red Mantalo. Adamantium, Red Tornado. Eddie Mitchell. Ouais, mais je t'accorde pas. T'as copié, Daniel. On te va. Ouais, Annulé. mais, Question annulée. C'était Red Tornado, effectivement. J'ai dit quoi moi? Red Mantalo, mais c'est putain. inventé par Laurent Voulzy. Sans déconner. Bravo. Pas mal. Vas-y, je te mets 5 points. Juste pour le Mantalo. C'est gentil. Toutes mes blagues. Darkseid. Adamantium et c'est Thanos. Oui. Lequel des deux? C'est Thanos avant. Mais non. Ah, putain. Darkseid. Oh putain. Daniel, il s'est trompé. Ça arrive. Ça fait 2 fois. Hein. J'arrive, il arrive. Wonder Woman. Allez, Kryptonite, la revenez dans la course. Ça peut être un équivalent. Wonder Woman chez Marvel. Quelqu'un sait dans le public ou pas? Adamantium? Ouais. Miss Marvel? Non. Vraiment un jumeau, enfin une jumelle du coup chez Marvel, du coup, je peux le dire. Moi j'aurais dit Storm. Si dans le public vous avez une Prométhée. idée, une proposition et que vous voulez choper des comics gratuits, maintenant c'est le moment. Adamantium Ouais. et Captain Marvel. Non. Non, c'est vraiment. Allez, je vous aide. Je sais pas si vous trouvez, mais c'est une enfin, elle fait partie de la royauté aussi. Elle vient du Nil aussi où il y a que des femmes. Enfin, c'est vraiment. Non, personne. Que des femmes. Power Princess. Ouais, mais non. C'est un peu nul comme nom. Eh, j'y peux rien. J'invente pas les persos. Power Princess. Power Princess. Ok, suivant. C'est pas un pastiche. Je me demande. Genre le truc bleu jaune que tu bois là. Le nom est un peu. J'ai failli la faire. T'as 5 points, t'as 5 points, t'as 5 points. Ok, je mets 5 points. Nova. Adamantium. J'allais dire. Elle a dit. Si t'es galant, tu la laisses parler. Non, bah vas-y. Beau gosse. Mais du coup, je vais te planter. Non, bah tu vois pas. Du coup, Black Bolt. Non. Daniel.
Green Lantern. Ouais, Green Lantern. Lequel des deux? Ah mais oui, c'est Green Lantern. Nova, c'est Marvel et Black Les deux, la police galactique. Ça va trop vite là. Dernier de Je l'avais ce avant, mais quiz, je me suis dit. Doctor Strange. Adamantium? Ouais. John Constantine. Non. Pas tout- Il pourrait, mais il y a mieux encore. Il est trop humain, c'est ça? Non, mais il y a vraiment son alter ego, c'est chez DC. C'est un homme aussi? C'est un homme aussi. C'est un docteur aussi. Adamantium, Zatanna. Non, c'est un docteur aussi. Hugo Strange. Personne? Sinistro. Ah, public. Oui. Une personne dans le public On a peut la lui passer un réponse. micro. Le micro arrive tout de suite. On va combler avec de la discussion. Et c'est à elle. Pardon? Peut-être le Dr Fate. Mais voilà! 3 comics! Félicitations! Alors, Tu peux. oui, attends, tu peux gagner 5 comics supplémentaires si en prenant. Si elle préfère plutôt qu'une issue, il y a des arcs là de X-Men ou de Nova d'ailleurs. Ok, le mec ne choisit pas. Donc... non, mais j'ai Non, mais voilà. Ah oui, c'est de la bonne. Tu viens et tu choisis. Tu préfères Nova ou X-Men? Donc, qui de l'œuf ou de la poule Ah, tu veux encore? Ah oui, elle peut avoir. Bah oui, attends. Ah oui, d'accord, je pensais que c'était pour ça. Non, si, vas-y. Allez, Fate. Ouais, 1940. Waouh! Bravo! Et choisis-en d'autres si t'en vois quelques-uns. Juste parce que t'as une chance sur 2. Pendant que je passe le micro à Le hasard fait bien les choses, n'est-ce pas? Elle le savait. Allô? On m'entend? Ouais, on m'entend. Qui écoute pendant que je parle? Personne, merci. Mais si, je t'écoute. Mais du coup, là, vous allez. Tu peux commencer, l'équipe mais Adamantium, il y a que 2 personnes. Ça dure très dedans. longtemps. Ouais, mais il y a Daniel, donc il va tout gagner tout seul. Ok, c'est très bien. Tu comptes les points? Putain, vous me mettez la pression à chaque fois. Oh, écoute, Alors, monsieur je Wikipédia. vais expliquer la règle du deuxième quiz. En fait, je vais vous donner dans l'ordre, enfin, un mot après l'autre, Bravo. 5 mots max en rapport avec un personnage féminin, et il faut trouver de quel personnage je parle. Facile. D'accord? ok. Je vais donner un facile dès le début. D'accord? 1992. Les Spice Girls. Non. Vilain. Harley Quinn. Harley Quinn. Merci. Ok. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple de base. Ok. Et c'était quoi tes 5 mots? Donne tes 5 mots pour voir. Ah, suicide, maillé et amour. D'accord. De ma vie. Que j'aime. Non. Ah oui, bon, si vous trouvez au premier, vous avez 5 points, 4 points, 3 points, 2 points. Vous vous rendez compte qu'on nous a confié ce gars, hein. Il est pas venu. Qui n'aime pas Harley Quinn dans la salle? Allez, tous s'en foutre. Personne. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Deuxième mot. Ok, C'est un exemple. C'est Daniel, bien évidemment. Non, c'est pas un exemple, c'était facile. Allez, go, c'est parti. Putain. Ah donc j'ai gagné. Deuxième, 1975. C'est dur la date. C'est dur. Attends, excuse-moi, je te coupe. C'est que des filles? Oui. D'accord. Ça s'appelle vous les femmes. T'avais une. Non, d'accord. Verte? She-Hulk. Non. Votre nom d'équipe, sinon c'est le bordel. Ouais, La dites-moi. qui est verte, genre. Assassin? Kryptonite. Gamora? Ton nom d'équipe, Galor. Il a pas dit. Crypto, Gamora. Alors, oui, je précise, en fait, vous avez le droit qu'à une proposition. Et après, je passe à un autre nom, sinon c'est l'autre équipe. Ok. D'accord? Sinon, c'est trop facile. Troisième, 1947. Kryptonique, Wonder Woman. Kryptonique, vas-y. Kryptonique, c'est ta mère. Flash. What? Flash. Ah, c'est la suite. C'est le deuxième mot, Flash. Ok. Non. Troisième mot, Bird. Adamantium, Black Canary. Merci. Oui, bravo. Putain, c'est Pourquoi les si dur que indices ça, sont les en gars. anglais? Hein? Pourquoi les indices sont en anglais? Parce que Bird of Prey. Ah, ok. Après, il y avait Cree, De loin évidemment, aussi. et Dana, Ils sont par zéro. logique. Troisième, Rouge. Ouais, c'est Ça très peut être large. n'importe quoi. Bah ouais, mais vous avez le droit de Scarlet répondre comme. Witch. Oui, bravo. Elle a pas dit nom d'équipe, hein? Putain, mais vous avez le droit de Ok. répondre. Après, il y avait Disassembled, évidemment, Vision, X et No More. Ensuite, j'ai oublié de le compter, mais il n'y a pas de numéro devant. US Air Force. Adamantium. Adamantium. Green Lantern. Non. Bon. Crypto. C'est pas- Adamantium. ce n'est pas une femme. Ah, Green Lantern, merde, c'est vrai. malgré Crypto, Ryan Crypto, Reynolds, c'est pas une Bah, femme. Crypto. Non plus. Captain Marvel? Crypto. Non, oui, Captain Marvel. Non. Il a dit son nom d'équipe depuis le début. Oui, Ils sont mais dans la j'ai- même. il répond. Ils sont dans la même. Bah oui. Ah, pardon. Mais du coup, vous avez répondu quoi? Moi, j'ai répondu Captain Marvel. Mais Ah, bah moi j'allais dire Wonder Woman. non plus. Non plus. Je suis obsédée par Wonder Woman. c'est hein, quand faut le Captain sortir. Marvel, c'est une femme? C'est quand on peut jouer ou c'est comment? Vas-y, plains-toi, toi. T'es en train de rameuter tous les points. Elle commence à chouiner. Hein. Starjammers. Ah, oui. merde. Nom d'équipe. Adamantium, Binary. Lightspeed. Rescue. Pas Binary. Public. Non. Captain. Non, c'est pas pour que vous jouiez, c'est pour que vous donner des idées. Continue. Ah, Adamantium, Epsiba.
Non. Ok, j'ai fait. Mais je crois que on va envoyer. Je demande un indice. Est-ce que ce personnage existe? Adamantium, Captain Marvel. Miss Marvel. Miss Marvel, oui. Non mais je pensais à Miss Marvel plus que Captain Marvel. C'est pour ça que je pense que ça te... son autre nom c'est Binary en fait. Ah ok, autant pour moi. Bah, tu vois, je sais pas. Quand elle est dans les studios, t'as le droit à 1 point plutôt que 5. Ouais. Je pense que je vais m'en aller en fait. Là c'est Marvel, tu vois. T'as peut-être la réponse sur ta jupe. Quand elle était Starjammer, elle était Binary. Il y a probablement la réponse sur ma robe. Ta robe, pardon. Suivant, Fearsome. C'est le nom de son équipe. Pas d'une. Adamantium. Oui. She-Hulk. Oui. Bien vu. Après, il y avait Healing, Colère, Cousine et Avocate. Cousine. Oui, c'est la cousine de Banner. En fait. Il y avait pas de nul à chier dans ton. Oh, tu parles pas mal de She-Hulk, s'il te plaît. T'es bon flip. Sexiste. J'allais dire autre chose. Alors, celui-là est un peu First Avenger. Adamantium, Wasp. Alors, il y a eu Crypto avant. Ouais, il y a eu Crypto juste avant. Wasp. Ouais. 5 points. Celui-ci est un peu méchant. Gant. Je fais le signe de la main pour dire Adamantium. Oui. La mort. Oh putain. Oh. Il s'est trompé. Depuis quand la mort elle a des gants? Non mais Thanos. Mais non, Thanos, machin. Ah oui, ça aurait pu. Lieutenant. Ça vous le trouverez pas, je pense. Mais... Gant, lieutenant. Vous êtes mauvais. Kryptonite. Oui. Lieutenant Gant. Oui. Pardon. Malédiction. Ah, Crypto. Oui. Rogue. Malicia. Non. Ah, c'est son nom américain. Non, c'est pas ça. Là, vous devrez trouver Darkness. Quelqu'un Quelqu'un dans le public a la réponse. Ah putain, je l'ai. Crypto. Attends. Eh, salut. J'avais pas vu que... Vas-y. Hey, tu vas bien? Je dirais Witchblade. Mais voilà. Bravo. Ouais, bravo le public. Top co pour le dernier nom. Ouais, viens donc choisir une récompense. Tu vas pouvoir choisir parmi les comics qui sont présents ici et faire ton choix, pourquoi pas. Voilà, donc il y a du bien et du moins bien. Alors, selon Daniel, ceci est relativement plaisant à l'œil. Ça, c'est bien, il est bien sûr. Il dit que c'est bien, mais moi, je suis sûr que c'est de la merde. Elle va rester sur Batman spécial. À la suite, s'il vous plaît. Alors, le suivant est un peu tricky aussi. Flingue. Ok. Exploration. Adamantium, Lara Croft. Oui. Bien joué. What? Lara Croft, il y a eu des comics. Personnage de comics. Ouais, bien, désolé. Ensuite. Ça fait plaisir. Alors, c'est le mot indice. Père Fouras. Clé. La mère Fouras. Non, attends, je déconne sur clé. Je voulais juste. Pyramide. Deuxième mot, Robin. Robin. Je rappelle que ce sont des femmes dont on parle. Oui, il y a un truc en public? Non. Oraculu. Adamantium, spoiler. Oui. Voilà. Spoiler. Donc spoiler qui est la fille de Batman dans un autre univers. Du coup, vous voulez pas dire la réponse parce que c'est un spoiler. Donc après, il y a Black Mask parce qu'elle a été tuée par Black Mask, violée parce que Stephanie Brown. Joie. Ensuite, X-Force. Crypto. J'ai entendu Crypto d'abord. Domino. Oui. Non. Domino. El Kali Dalida. Rouge. Encore? Scarlet Witch. Non. Il y en a plus que... Putain, le vieux, là, qui récupère. Sabre. Adamantium, Electra. Non. Healing Factor. Kryptonite. Oui. Deadpool. Ce n'est pas une femme. Lady Deadpool. Merci, Lady Deadpool. On va donner les points à Adrien quand même. Parce qu'il fallait y penser. Je lui donne. Ce râle de satisfaction. Quel bon prince. Russe. Crypto. Enfin moi. Attends, il y a le public d'abord. Oh. Non. That's racist. On vient de proposer Black Widow. Attends, c'est quoi le premier mot là? Russe. Non mais c'est tricky, il fait pour, excusez-nous. X-Men. Adamantium. Ah, je l'ai, merde. Crypto. Bah, non, pas un personnage. Attends, Adamantium, vas-y. Non, mais il veut pas. Non, vas-y alors. Crypto. Iliana. Iliana Rasputin Magic. Merci. Magic. J'ai pensé à la même chose. Qui est la sœur de Colossus, qui est magicien. Non, c'est Wikipédia, mec. Elle a une épée tellement badass, elle est tellement bonne. Suivant, Joker. Méga peur, pardon. Joker. Non, mais c'est par les Queens, donc zap. Suivant. Lunettes. Informatique. Ah, Crypto, l'oracle. Ah ouais, Barbara. Oracle, ouais, merci. Alors, il y a une demi-bonne réponse dans le public. Donc t'as droit à un demi-coup. Voilà. Déchire-le.
Et le dernier qui vous écoutez pas, on s'en va les couilles. Non, Si, on va à fond, dernier là. comics, Attends 2 secondes. Perfora. Shazam Convergence, c'est de la merde, hein. Faut pas. Merci, félicitations. Hein. Ah, j'ai pas pris ma voix. Le dernier, coup de pied. Oui. Kryptonite Hit Girl. Oui. Ce rattrapage est un peu déconcertant. Je l'ai mis à la bonne page. Ouais, je l'ai mis à la bonne page. Dernier quiz un petit peu tordu. Attends, non. Dernier quiz un petit peu tordu qui s'appelle Monde parallèle. Ouais, j'ai besoin du stylo. Oh là là. Voilà, ça va être un truc super tiré par les cheveux. Je comprends pas. Ok. Pas avec Monde parallèle. Je vais vous parler d'un monde. Qui sont opposés à notre monde, où tout ce qui se passe dans ce monde-là sont plus ou moins l'exact opposé de. Bizarro, quoi. Voilà, un peu ça. Exactement. Ah non, pas encore. 5 points par bonne réponse. Un monde où, dans une large avenue, un policier rend ses bijoux à une femme dont le fils vivra dans la lumière toute sa vie. Crypto. Batman. Batman. 5 points. Easy. Ça va, c'est compréhensible comme. Oui. Ouais. Ok, tu dis le monde et il faut dire le super-héros qui est. Ça dépend, ça peut être le titre d'un comics, un super-héros. Gotham City. Un monde où un patient n'a jamais trouvé de remède à ses pieds endommagés. Crypto. Adamantium. Il y a eu Crypto avant. Ouais. Doctor Strange. Oui. Collecteux. Ok. Un monde où toutes les femmes reviennent à la vie, sauf une, et sa gueule. Adamantium. Why the Last Man. Le mec, il t'a écrasé, t'es dans cette team, mais il s'en fout. Quoi. J'ai une référence. Écrasante victoire. Ok. Un monde où un homme empoté et sans humour meurt d'un cancer généralisé. Crypto. Crypto. Deadpool. Et oui. T'as Kryptonite là. Dans le public, Ça on aurait pas dû avait- être une femme. J'ai dit que c'était pas tout le temps exactement. Ah d'accord. J'ai Ah, pas vraiment, j'ai gars, fait mon travail, ouais, vous dis, comprenez ma bien. règle c'est moi qui fais les règles. Un monde où des humains se regroupent pour fêter une ancienne loi sur l'anonymat. Adamantium. Oui. Civil War. Putain, les gars, vous vous faites bouffer. Vous pouvez applaudir. Hein. Non. Ouais. Non, il a aucun mérite, lui. Un monde. Non, mais pour moi. C'est moi. Pour moi, c'est pour la question. Moi, j'ai Un monde. Internet. Alors écoutez, attention. Un monde où le temps ne s'écoule pas, sauf quand ces deux personnes ne niquent pas. Crypto. Sex Criminals. Oui. Ouais, c'est super. Un monde où un groupe de scientifiques va dans l'espace sans aucun problème. Adamantium, Fantastic Four. Putain, mais. Ah, c'est bon ça. Il l'avait dès que t'as dit un monde. Ok. Ouais, ça. In a world. Un monde où des gentils militaires utilisent la magie blanche pour invoquer une créature céleste. Adamantium, Hellboy. Ok. Putain, je ne comprends J'ai rien. pas compris la réponse. Moi non plus. Hellboy. Ah. Magie blanche. Alors attention, essayez s'il vous plaît de me laisser finir l'énoncé pour que tout le monde puisse être Jamais. au courant de l'énoncé. Non. Merci. Un monde où la femme la plus lente du monde se fiche que sa mère soit morte et ne change absolument rien aux événements. The Flash. Furashu. Alors c'est pas tout à fait ça. Tu l'as chier. J'allais dire c'est pas tout à fait ça. Je veux une précision s'il vous plaît. J'ai gagné. The Flash, Barry la Allen. série, Barry non, Allen. Public. Flashpoint. Flashpoint Et oui. dans le public, bonne réponse. Comics. Ah bah. Non, j'ai dit que ça pouvait être le nom. Il reste pas c'est pas beaucoup obligé de le nom trucs d'un héros sympas. ou de la série. Ça peut être un arc. Mais d'un choix, hein. Super chiant, mais après C'est compliqué parce que Flash, il y en a beaucoup. Oh, Daniel. Un monde où une femme très chevelue court dans les couloirs du centre de loisirs qu'elle a créé pour les adultes limités. Adamantium. Crypto. Professeur Xavier. J'ai dit Crypto. X-Men. Ah, il a dit Crypto. Bon, bah, il a dit X-Men. Charles Xavier. Si t'es fair play, tu lui laisses la réponse. Allez, pas de fair play, on l'a dit avant. C'est bon. Non, on lui laisse. Oh putain. Putain, les mecs. Un monde où des robots minuscules qui ont défendu la planète n'ont rien à voir avec un vieillard qui s'endort après 10 ans d'insomnie. Adrien Larousé. Oui. Descender. Voilà. C'était quoi Descender. Ok, ça marche. T'es pas à la page, mon vieux. T'es pas à Un la monde page. où un humain normal envoie son fils en vacances et lui Adamantium, Superman. Non, faux. Bah, il envoie son fils en non, vacances. mais oui, mais tu m'as pas laissé finir, tu vois. Un monde où un humain normal envoie son fils en vacances et lui donne plein de pouvoirs pour le récompenser d'être humble et méritant. Adamantium. Oui. Thor. Voilà. Merci. On l'a eu quand même. On l'a eu quand même. Là. Dernière, un monde où à Paradise Bedroom, une femme sourde. Adamantium, Wonder Woman. Non. Paradise Island. Un monde où à Paradise Bedroom, une femme sourde et anosmique possède une vue hors du commun. D'une public. Daredevil. Oui, bravo dans le public. Très bon public aujourd'hui. Il y a Au des taquet. Alors les résultats. Vas-y, parle pendant que je compte.
On va donc compter les résultats, qui sont donc des opérations mathématiques qui nous permettent de déterminer les gagnants des perdants. Ouais, enfin, Et en l'occurrence, je pense que les rapide. vainqueurs, ce sera nous, et les perdants, ce Probablement. sera eux. Probablement. Et le public, c'est toujours... Oui. Oui, elle a récupéré. Pardon, c'est toi, excuse-moi. Bien récupéré ton comics. Donc oui, c'est comme ça que je peux continuer à blinder la conversation pendant qu'il fait ses opérations mathématiques. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je voulais vous remercier encore une fois, public, d'être là et d'avoir aussi bien participé, d'être aussi moins bon que nous, mais bon quand même. C'est quand même une bonne chose. Voilà. Merci encore de vous. Victoire des Adamantium avec 147 points contre 88 pour les Kryptonites. Ça va. 88, c'est quand même vachement mieux. Comme disait Victoire de Daniel, hein. C'est un meilleur chiffre. En plus, t'as jamais dit qu'il fallait avoir le plus de points C'est possible. vrai. C'est vrai. Il y a des jeux, la règle, c'est genre, Le mec écrit des règles. Non, mais il a raison. On peut dire que c'est plus proche de 89, par exemple. La prochaine fois, je propose qu'on fasse une équipe avec juste Daniel. Et nous, comme ça, on pourra peut-être. Félicitations à nous tous, c'est la fin de cette émission. On remercie naturellement donc le public, j'ai fait de façon extensive. On remercie les chroniqueurs d'être arrivés, pour certains à l'heure, d'autres en retard, de nous avoir éclairé de leur science au niveau des bandes dessinées littéraires, comics et graphiques. Merci à Aspic d'avoir réalisé cette émission sous l'espèce de pression du retard et ce genre de choses. Merci à Inks d'avoir organisé cet événement et merci à vous tous les auditeurs d'avoir participé au Patreon de informations desquelles je vous mettrai les informations sur le site. Phrase trop longue. Grammaire Outcast, bon. radiokawa.com/ patreon.com/radiokawa, plus logique évidemment. On se retrouve très prochainement, j'ai pas noté la date mais je pense que c'est à peu près 2 semaines. Pour la prochaine émission, ce sera la 40e, on va parler de Deadpool, ça va être trop bien, il est trop bien ça film, allez le voir avant de écouter notre émission. Merci à tous, à très bientôt, bye bye. Ciao. Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.